Sous les sables éternels d'Égypte, les pyramides se dressent comme des énigmes pétrifiées. Elles portent en elles une mémoire muette, un secret qui échappe à nos chronologies familières. Et si leur origine ne se situait pas dans l'Antiquité pharaonique, mais bien avant dans un monde que la glace a recouvert, lorsque les glaciers recouvraient une grande partie de la Terre, des civilisations oubliées auraient-elles pu ériger ces monuments inaltérables? La pierre, marquée par le vent et le temps, semble parfois murmurer une histoire plus ancienne, antérieure à nos certitudes. Ce n'est pas seulement une question d'archéologie, mais une méditation sur la fragilité de notre mémoire collective. Car si les pyramides précèdent peu l'histoire officielle, alors qu'avons-nous perdu dans le silence des âges? Dans l'immensité du désert, les pyramides apparaissent comme des fragments d'éternité. Leur silhouette géométrique posée sur l'horizon semble défier non seulement le sable et le vent, mais aussi la mémoire humaine. Elles ne se contentent pas d'être des monuments. Elles incarnent une question suspendue dans l'air depuis des millénaires. Et si ces pierres n'appartenaient pas seulement au temps des pharaons, mais à une époque plus reculée, à un monde presque effacé, englouti sous l'ombre glacée des ères préhistoriques, cette idée troublante dérange l'ordre établi. L'histoire que nous récitons, avec ses dates gravées dans les manuels, devient fragile lorsqu'on la confronte à la permanence du granit et du calcaire. Car la pierre, elle, ne ment pas. Elle garde les traces de l'eau, du vent, de l'usure, et parfois ces traces semblent murmurer que leur origine remonte bien avant ce que nous croyons savoir. Le sphinx, par exemple, porte sur son corps l'empreinte d'une pluie ancienne, une pluie qui n'aurait pas dû exister à l'époque pharaonique. L'érosion verticale de ses flancs a intrigué certains géologues. Elle suggère un climat humide, une Égypte verdoyante qui aurait précédé l'aridité du désert. Ce détail apparemment insignifiant ouvre pourtant une brèche dans nos certitudes. Si le sphinx est plus ancien, alors pourquoi les pyramides ne le seraient-elles pas également? L'hypothèse paraît audacieuse, presque sacrilège. Pourtant, elle séduit par le vertige qu'elle provoque. Imaginons un monde où les pyramides existaient déjà, dressées sur les rives d'un île luxuriant, bien avant que les dynasties ne prennent forme. À cette époque, la Terre était partagée entre la glace et la chaleur, et les civilisations connues de nous n'avaient pas encore inscrit leur nom dans la pierre. Qui aurait pu concevoir une telle architecture? Qui aurait su aligner avec précision des millions de blocs, certains pesant plusieurs dizaines de tonnes, sans la technologie moderne? Certains chercheurs marginaux, parfois rejetés par l'Académie, évoquent l'existence d'une civilisation antérieure, dont la mémoire s'est perdue lors du cataclysme de la fin du dernier âge glaciaire. Les mers montèrent, engloutissant les côtes et les villes. Les survivants auraient transmis des fragments de savoir, comme des braises préservées dans la nuit des temps, avant que leur héritage ne soit effacé. Si tel est le cas, les pyramides ne seulement ne seraient pas ni seulement des tombeaux ou des symboles royaux, mais des phares de pierre laissés pour rappeler qu'un autre monde, oublié, a précédé le nôtre. Cette perspective n'est pas seulement historique, elle est existentielle, car elle nous force à reconnaître la fragilité de notre propre mémoire. Nous croyons connaître notre passé, mais que reste-t-il de certitude lorsque les sables recouvrent les traces, lorsque les océans avalent les rivages, lorsque les récits se transforment en mythes? L'Atlantide de Platon, souvent considérée comme une fable, pourrait-elle être l'écho déformé d'une civilisation disparue à la fin du Pléistocène? Si oui, les pyramides pourraient être le seul témoignage tangible de cet âge effacé. La géométrie des pyramides ajoute au mystère. Leurs proportions semblent obéir à un ordre caché, comme si elles reflétaient une connaissance cosmique. Leur orientation vers les points cardinaux, leur alignement possible avec les étoiles de la ceinture d'Orion, la précision presque parfaite de leur base. Tout cela dépasse le simple geste architectural. On dirait que les bâtisseurs voulaient inscrire dans la pierre une sorte de message universel, capable de survivre au cycle de destruction et de renaissance de la Terre. Ce message, nous ne l'avons peut-être pas encore décodé. Nous nous contentons d'interprétations, de calculs, d'hypothèses. Mais les pyramides résistent, silencieuses. Elles ne livrent jamais entièrement leurs secrets. Et c'est peut-être ce qui nous attire vers elles, cette impression d'être en présence d'un savoir qui nous échappe, d'une énigme conçue non pas pour être résolue, mais pour rappeler notre ignorance. Le désert lui amplifie cette sensation. Le silence autour des pyramides n'est pas un silence vide, mais un silence chargé, presque oppressant. C'est le silence des millénaires, des civilisations effondrées, des voies perdues. Lorsque l'on s'approche de ces blocs, on sent que chaque pierre est un témoin.
Elles ont vu passer des générations, des empires, des guerres, des renaissances, mais elles ne parlent pas. Elles gardent en elles l'histoire d'un temps où l'homme n'était peut-être pas celui que nous croyons. Cette hypothèse, que les pyramides précèdent l'âge pharaonique, nous conduit à reconsidérer notre conception même de l'histoire. Car si elles ont été bâties avant l'âge glaciaire, cela signifie que des mains humaines, ou du moins intelligentes, étaient déjà capables d'une organisation sociale et technique impressionnante. Cela signifie aussi que la mémoire des civilisations est bien plus ancienne que ce que nous enseignons, et cela ouvre la porte à un vertige. Combien d'aires perdues reposent sous nos pieds, invisibles, attendant d'être redécouvertes. Certains archéologues alternatifs parlent de preuves fragmentaires, outils étranges, cartes marines inexplicables, légendes partagées par des cultures éloignées. Tout cela forme un puzzle incomplet, dont les pyramides seraient la pièce centrale. Pourtant, l'archéologie officielle hésite à franchir le pas. Car admettre une telle possibilité, c'est bouleverser toute la chronologie. C'est reconnaître que notre savoir repose sur un socle fragile, que l'histoire humaine n'est pas une ligne droite, mais un cycle de pertes et de renaissances. Et si nous acceptons cette idée, alors chaque monument ancien devient suspect. Chaque ruine, chaque mégalithe, chaque alignement de pierres pourrait être plus ancien qu'il n'y paraît. Peut-être que Stonehenge, que Göbekli Tepe, que les cités englouties découvertes sous les mers appartiennent au même récit oublié. Dans ce récit, les pyramides ne seraient même pas une anomalie, mais un témoignage survivant, le vestige le plus visible d'un monde effacé. Ainsi, les pierres qui défient le temps ne sont pas seulement des objets d'admiration, elles sont un miroir tendu à notre ignorance. Elles nous rappellent que nous ne savons pas d'où nous venons vraiment et que l'histoire humaine est peut-être bien plus longue, plus complexe, plus mystérieuse que ce que nous admettons. Dans cette première méditation, les pyramides apparaissent non pas comme des monuments figés, mais comme des portes entr'ouvertes. Elles nous invitent à regarder au-delà des certitudes, vers un horizon plus ancien, plus vaste. Et derrière cette porte commence le territoire du doute, la mémoire engloutie sous les glaces, où peut-être se cache l'origine véritable de ces géants de pierre. Lorsque l'on contemple les pyramides et que l'on se demande si elles pourraient précéder les dynasties égyptiennes, une autre question surgit aussitôt. Que s'est-il passé lors de la fin du dernier âge glaciaire ? Car dans ce basculement de climat, entre immensité glacée et réchauffement brutal, repose peut-être la clé d'une mémoire effacée. Durant des dizaines de milliers d'années, la Terre fut un monde partagé entre les continents recouverts par d'épais glaciers et des zones tempérées où la vie s'organisait. À cette époque, l'océan n'avait pas encore englouti les plaines côtières. Des terres aujourd'hui submergées s'étendaient sans s'étendre comme des ponts entre les continents. Ce furent de sa manière des espaces fertiles, des refuges pour d'anciennes communautés. Mais lorsque les glaces commencèrent à fondre, le niveau de la mer monta, lentement d'abord, puis de façon dramatique. Des milliers de kilomètres carrés disparurent sous les uns à les eaux. Des villages, des cultures, peut-être même des cités furent avalés dans le silence des profondeurs. L'humanité se trouva alors face à une rupture brutale. Ce qui avait été bâti sur les rivages fut perdu. Les mémoires collectives, elles, survécurent sous forme de mythes. Des récits de déluges, d'îles englouties, de royaumes détruits par la mer apparaissent dans toutes les traditions. Ces mythes, longtemps pris pour des paraboles, pourraient en bien être des archives déguisées. Lorsque les prêtres mésopotamiens parlaient en coquin de grands déluges, lorsque Hésiode évoquait des âges successifs effacés par la colère divine, lorsqu'au cœur des Amériques les peuples rappelaient des terres disparues sous les vagues, tous pouvaient les bien témoigner, chacun à sa manière, de la même catastrophe planétaire. La montée des eaux à la fin du Pléistocène fut telle qu'elle effaça des mondes entiers. Les archéologues marins découvrent encore aujourd'hui, par fragments, les traces de ces rivages perdus. Ici, des structures de pierre au large de l'Inde, submergées à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Là, des routes englouties, près de la Méditerranée. Des indices épars, mais tous pointent vers un récit plus vaste. L'humanité d'avant le cataclysme n'était peut-être pas si primitive que nous l'imaginons. Si les pyramides datent réellement d'avant cet effondrement climatique, elles seraient alors les témoins directs d'un âge dont nous n'avons plus que des échos. Elles auraient survécu au cataclysme non pas par hasard, mais parce que leurs bâtisseurs les ont conçus comme indestructibles. Posées au cœur du désert, loin des rivages vulnérables, elles se sont élevées comme des phares de pierre, destinés à traverser le temps et les eaux. Le désert les a protégées, là où les mers ont effacé tout le reste.
Il est fascinant de constater que les civilisations les plus anciennes dont nous gardons la trace écrite commencent précisément après la fin de l'âge glaciaire. C'est comme si un rideau s'était ouvert sur une nouvelle histoire, laissant deviner, derrière lui, une autre scène désormais effacée. Les pyramides, si elles appartiennent à cet avant, seraient donc un pont entre deux mondes, celui des peuples engloutis et celui des cultures de renaissantes. Mais la mémoire humaine ne se réduit pas à la pierre, elle s'inscrit aussi dans les récits. Les traditions égyptiennes elles-mêmes évoquent des bâtisseurs mythiques, des dieux-rois venus d'un autre temps qui auraient les transmis les savoirs fondateurs avant le règne des pharaons. Ces figures, souvent reléguées au rang de légendes, pourraient être des souvenirs flous d'anciens survivants, porteurs d'une mémoire plus ancienne que les dynasties. Peut-être ces prêtres de la mémoire n'étaient-ils que les héritiers de savoirs venus d'un monde disparu, qu'ils ont tenté de préserver dans le langage des mythes. Dans ce silence entre science et légende, une idée prend forme, et si l'histoire humaine n'était qu'un palimpseste, une page réécrite encore et encore, effaçant à chaque fois ce qui précède. Les pyramides seraient alors une inscription trop solide pour disparaître, une phrase gravée dans la roche que même les déluges n'ont pu effacer. Le mystère s'épaissit lorsque l'on observe certaines coïncidences. Les cultures éloignées géographiquement partagent les mêmes récits de destruction par les eaux. Les mythes de l'Inde parlent de royaumes engloutis. Les traditions amérindiennes évoquent des civilisations détruites par un grand déluge. Les légendes grecques racontent l'Atlantide. Ces histoires convergent toutes vers une même image, une humanité avancée, détruite par les forces de la nature, puis effacée. Ce n'est pas la preuve, mais c'est une résonance, une persistance de mémoire à travers les continents. Si l'on admet que ces récits sont les vestiges d'une mémoire engloutie, alors les pyramides ne sont pas des anomalies isolées. Elles s'inscrivent dans une trame mondiale de monuments, d'artefacts et de mythes qui semblent témoigner d'un âge perdu. Elles deviennent le point fixe autour duquel gravitent toutes ces énigmes, le signe visible d'une humanité qui a survécu à sa propre disparition. Il est troublant de penser que sous les océans d'aujourd'hui reposent peut-être les preuves que nous cherchons. Les villes perdues, les ateliers des bâtisseurs, les temples des anciens peuples, tout est là, enseveli dans le silence marin, inatteignable. Nos technologies commencent à peine à explorer ces abysses. Mais déjà, des découvertes émergent, renforçant l'idée que notre mémoire est incomplète. Chaque ruine retrouvée sous l'eau n'est pas seulement une curiosité archéologique, elle est une fissure dans le récit officiel. La mémoire engloutie sous les glaces n'est pas une mémoire morte, elle est vivante, mais fragile. Elle circule dans les mythes, elle persiste dans la pierre, elle hante les rivages submergés. Les pyramides, elles, se dressent comme l'écho de ce souvenir collectif. Elles rappellent que rien n'est éternel, pas même les continents, mais que certains monuments peuvent traverser les âges pour témoigner de ce qui fut. Ce qui nous trouble, c'est la possibilité que nous soyons les héritiers d'un monde dont nous ignorons presque tout. Un monde qui, avant d'être balayé par la glace fondante et les mers en furie, avait peut-être déjà atteint des sommets de savoir et de puissance. Ce monde n'est plus qu'une ombre, mais ces monuments survivent, épars, comme des indices laissés à notre perplexité. Ainsi, devant les pyramides en Toti, on ne contemple pas seulement l'Égypte ancienne. On contemple peut-être la mémoire d'une humanité plus ancienne, engloutie par le temps, dont la voix continue de résonner sous le sable et les vagues. Le désert garde les pierres, l'océan garde les ruines et l'homme garde les mythes. Entre ces trois mémoires, une vérité dort encore, silencieuse. Les pierres ont résisté au siècle, mais la mer a tout emporté. Ce contraste entre ce qui demeure et ce qui s'est effacé est peut-être la clé la plus précieuse que nous possédions. Les pyramides indestructibles sont un rappel constant de ce que nous avons perdu, des mondes entiers, effacés comme une écriture sur une tablette d'argile. Et si nous écoutons attentivement ce silence, il nous conduit vers une autre énigme, les cartes anciennes qui semblent montrer la Terre telle qu'elle était avant que la glace ne fonde. Car après la mémoire engloutie, vient la mémoire tracée, gravée sur des parchemins oubliés. C'est là que commence l'histoire des cartes impossibles, vestiges dessinés d'un monde disparu. Bien avant que l'imprimerie n'ancre le savoir sur des pages multiples, avant même que l'écriture ne s'impose comme un outil de mémoire, l'homme traçait des cartes, non pas toujours sur du papier, mais sur la pierre, sur l'argile, parfois même sur les parois d'une caverne. Ces cartes anciennes, souvent fragmentaires, sont les ombres d'un savoir plus vaste. Mais certaines d'entre elles posent une question troublante. Comment des navigateurs du passé ont-ils pu représenter des côtes et des continents qui n'auraient
pas dû être connus à leur époque. Le plus célèbre exemple est celui de la carte dite de Piri Reis. Ce document, découvert au début du XXe siècle, fut dessiné par un amiral turc du XVIe siècle. Sur cette carte figure une partie du monde tel que nous le connaissons. L'Amérique du Sud y apparaît, l'Afrique aussi. Mais ce qui intrigue, c'est la représentation d'un littoral glacé ressemblant à celui de l'Antarctique. Or, ce continent recouvert de glace depuis des millénaires ne fut officiellement découvert qu'au XIXe siècle. Comment expliquer une telle précision plusieurs siècles auparavant ? Certains historiens parlent d'erreurs de tracé, de déformations géographiques liées aux connaissances limitées d'anité de l'époque, mais d'autres y voient au plus le reflet d'un savoir beaucoup plus ancien. Alors, la carte de Piri Reis pourrait ne pas être une création isolée, mais la copie d'un document bien plus ancien, lui-même recopié à travers les siècles. Dans cette hypothèse, l'amiral ottoman aurait hérité, sans le savoir, d'une mémoire cartographique transmise depuis une époque où la glace n'avait pas encore scellé les côtes antarctiques. Si tel est le cas, cela signifie que des explorateurs, bien avant nos civilisations reconnues, avaient parcouru ces régions, ou en tout cas possédaient une connaissance de la Terre que nous ne leur prêtons pas. La possibilité qu'un tel savoir ait survécu au cataclysme est fascinante. Des cartes anciennes, souvent énigmatiques, montrent des terres qui aujourd'hui n'existent plus, ou des littoraux modifiés par la montée des eaux. Elles sont comme des fenêtres entr'ouvertes sur un monde oublié, sur un âge où les continents n'avaient pas encore leur forme actuelle. Les chercheurs qui osent explorer ces pistes évoquent un héritage perdu, une géographie qui précède la nôtre, transmise comme une relique à travers les civilisations. Imaginons un instant une société maritime d'avant l'âge glaciaire dont les navigateurs sillonnaient les océans à la recherche de nouvelles terres. Leurs cartes précises auraient bien survécu à travers des fragments copiés par des peuples postérieurs, ignorant parfois la véritable origine de leurs sources. Ainsi, à l'époque de Piri Reis, ce savoir réapparaît brièvement, avant de sombrer à nouveau dans le mystère. Les pyramides, dans ce contexte, ne seraient pas isolées. Elles seraient liées à ce même fil invisible, celui d'une civilisation avancée, disparue, mais dont les traces persistent teintes dans la pierre et sur les cartes. Les cartes anciennes ne se contentent pas de représenter des continents. Certaines révèlent des alignements étonnants, comme si leurs auteurs possédaient une vision globale de la planète. À une époque où l'on croit que les peuples vivaient confinés dans des territoires restreints, ces documents suggèrent au contraire une interconnexion, un réseau de savoirs partagés. Comment expliquer qu'un peuple puisse dessiner avec justesse des terres situées à des milliers de kilomètres de lui, à moins qu'il n'ait reçu cet héritage d'ancêtres dont la mémoire s'est effacée? L'idée d'un savoir ancien, préservé sous forme cartographique, rejoint celle d'une mémoire collective plus vaste. Les mythes parlent de déluge, les traditions évoquent des terres perdues, et les cartes montrent parfois ces territoires disparus. Tout se superpose, les récits, les pierres, les tracés, comme si un monde oublié continuait de projeter son ombre sur le nôtre. Les pyramides, dans cette perspective, ne sont pas seulement des monuments. Elles deviennent les coordonnées fixes d'un réseau ancien, une sorte de balise terrestre, complémentaire aux cartes transmises à travers les âges. Si la carte de Piri Reis montre réellement l'Antarctique libre de glace, cela signifie que son modèle date d'avant la dernière glaciation, il y a plus de 10 000 ans. Cela nous conduit à une question vertigineuse. Qui pouvait alors arpenter ces rivages ? Était-ce une humanité dont nous avons oublié le nom, dont les vestiges ont été engloutis, mais dont le savoir a survécu par fragments ? Ou bien était-ce le produit d'une transmission orale, codifiée, soigneusement préservée, à travers des générations de navigateurs anonymes ? La précision de certaines cartes anciennes intrigue d'autant plus que leur élaboration suppose une connaissance mathématique et astronomique avancée. Comment mesurer avec exactitude la latitude et la longitude sans instruments modernes ? Comment tracer un continent à peine visible sous la glace ? Les sceptiques pensent et parlent de coïncidences, mais ces coïncidences demain se répètent, insistant comme une voix oubliée qui cherche à se faire entendre. Il est troublant de penser que peut-être les bâtisseurs des pyramides connaissaient, eux aussi, ces cartes, que leurs monuments étaient liés à une compréhension globale du monde, bien au-delà du Nil et du désert. Les alignements astronomiques des pyramides et les cartes impossibles pourraient être les deux faces d'un même héritage, une connaissance de la terre et du ciel transmise depuis un âge que nous refusons d'admettre. Lorsque l'on contemple ces cartes, on ressent une impression étrange.
Elles ne sont pas seulement des outils pratiques, mais des fragments d'un message. Comme si elles avaient été conçues d'or pour traverser le temps et rappeler à ceux qui sauraient encore les lire que le monde a déjà connu d'autres âges. Ce ne sont pas seulement des représentations de continents, ce sont des miroirs du passé, des reflets d'un monde qui dort sous nos pieds et sous nos mers. Ainsi, la carte du monde avant la mémoire n'est pas une simple curiosité historique. Elle est une énigme, un témoignage silencieux qui se relie aux pyramides par un fil invisible. Ces deux éléments, pierre et parchemin, monument et tracé, se répondent à travers le temps. Ensemble, ils forment une cartographie de l'invisible, celle d'une humanité oubliée qui, avant de disparaître, aurait inscrit dans la roche et sur le papier les preuves de son existence. Et si nous acceptons cette possibilité, alors le mystère s'élargit encore. Car si les cartes nous montrent des continents perdus, si les pyramides témoignent d'un savoir immémorial, alors peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de vestiges isolés. Peut-être que nous approchons des échos d'une civilisation dont la trace survit sous une forme plus vaste, le mythe d'Atlantide et des terres disparues. Il existe des mots qui, à eux seuls, éveillent un vertige, parmi eux le nom d'Atlantide. Plus qu'une simple légende, ce récit rapporté par Platon dans ses dialogues timés et Critia traverse les siècles comme une énigme obsédante. Une île vaste, riche, couverte de palais et de canaux, puissante et savante, aurait sombré dans l'océan en une seule nuit de désastre. Pour beaucoup, ce n'est qu'un mythe philosophique, une allégorie inventée pour illustrer la fragilité des empires et la corruption des hommes. Mais pour d'autres, c'est le souvenir déformé d'un monde réel, effacé par un cataclysme. L'Atlantide n'est pas seule dans ce répertoire de mondes engloutis. Presque toutes les cultures anciennes portent en elles la trace d'une civilisation perdue. Les Mayas parlent d'Aztlan, une terre originelle disparue. Les traditions celtiques évoquent Ys, une cité engloutie par la mer. Dans l'océan Indien, des récits anciens décrivent Kumari-Kandam, un continent vaste aujourd'hui disparu sous les eaux. Et en Égypte même, les prêtres parlaient en d'âges successifs où des dynasties divines auraient régné bien avant les pharaons, dans des époques dont il ne reste que des bribes. Ces échos dispersés aux quatre coins du monde tissent une trame invisible, celle d'une humanité plus ancienne, plus vaste, que la nôtre a effacée. Si l'on écoute ces récits comme des archives voilées, on peut se demander si les pyramides ne sont pas justement les reliques d'un tel âge. Leur permanence, leur perfection, leur mystère rappellent l'image que Platon donnait de l'Atlantide, une société où les arts, la science et l'architecture atteignirent un degré de maîtrise oublié. Peut-être que les bâtisseurs des pyramides furent les héritiers directs de ces civilisations disparues, transplantant dans la vallée du Nil le savoir sauvé d'un cataclysme. Il est frappant que le récit de Platon situe la fin de l'Atlantide à une époque proche de la transition entre l'âge glaciaire et l'Holocène, il y a environ 12 000 ans. C'est précisément la période où les calottes glaciaires se mirent à fondre, où les mers montèrent, engloutissant les côtes et effaçant des territoires entiers. Cette coïncidence n'a pas échappé aux chercheurs qui s'aventurent hors des sentiers académiques. Et si Platon n'inventait pas? Et si ces sources, provenant des prêtres égyptiens, décrivaient mais réellement un événement historique dont la mémoire avait survécu? Atlantide ou pas, le monde a bien connu des civilisations aujourd'hui perdues. Göbekli Tepe, en Turquie découvert à la fin du XXe siècle, a bouleversé notre compréhension. Ce site, vieux de plus de 11 000 ans, montre des structures monumentales érigées à une époque où, selon nos chronologies, l'homme était encore chasseur-cueilleur. Des piliers sculptés, organisés en cercles rituels, témoignent d'un savoir symbolique et architectural déjà avancé. Si de telles constructions ont pu être réalisées alors, pourquoi pas d'autres, ailleurs? Peut-être même des pyramides, bien plus anciennes que nous le croyons. Il est possible que la mémoire d'Atlantide ne soit qu'un symbole, mais un symbole enraciné dans une réalité, celle de civilisations effacées par les bouleversements climatiques. À travers les millénaires, ce souvenir aurait pris des formes diverses, se transformant en légende. Pourtant, chaque fois, c'est le même motif. Une société brillante, détruite par un cataclysme naturel et dont il ne reste que des fragments. Les pyramides, silencieuses, pourraient en être l'un de ces fragments, un témoignage qui a survécu là où tout le reste fut perdu. Le plus troublant est que ces récits anciens ne se contredisent pas, mais se renforcent. Ils racontent tous la même histoire universelle. Le monde n'est pas linéaire, il avance par cycles, et les civilisations naissent, brillent, puis disparaissent dans un fracas de pierres et de vagues.
Les bâtisseurs des pyramides auraient pu être les gardiens d'une connaissance héritée, déterminés à laisser un message de permanence face à l'oubli. Leurs monuments, conçus pour résister au siècle, seraient alors des points d'ancrage dans le flux chaotique du temps. Dans cette perspective, le désert d'Égypte n'était plus seulement un paysage aride, mais une bibliothèque minérale. Chaque pierre est une page, chaque monument une chronique, mais ce livre est écrit dans une langue que nous ne savons plus lire. Nous voyons la forme, nous admirons la grandeur, mais le sens nous échappe. Peut-être qu'Atlantide n'est pas un lieu, mais un concept, celui d'une mémoire perdue, et dont les pyramides sont l'ultime vestige tangible. L'humanité actuelle se croit au sommet de son savoir, mais devant ces monuments, elle se heurte à une question lancinante. Et si d'autres avant nous avaient déjà atteint des sommets comparables, voire supérieurs, l'Atlantide de Platon devient alors un avertissement. Les pyramides, elles, deviennent la preuve muette que tout savoir peut être balayé, que même les civilisations les plus puissantes peuvent sombrer dans l'oubli, laissant derrière elles des énigmes insolubles. Ce vertige, loin de se limiter à la Grèce antique ou à l'Égypte, traverse le monde entier. Des statues géantes de l'île de Pâques aux cités andines comme Tiwanaku, des temples mégalithiques de Malte aux structures englouties au large du Japon, partout surgissent des traces qui semblent échapper à notre chronologie officielle. Toutes parlent d'un passé plus riche, plus complexe, toutes sont des échos d'Atlantide, des murmures de civilisations disparues. Alors, devant la masse silencieuse des pyramides, une autre lecture devient possible. Elles ne seraient pas seulement les tombeaux de pharaons ou les symboles de pouvoir terrestre. Elles seraient dans cette traille des fragments d'Atlantide, ou du moins l'incarnation d'un âge disparu dont la mémoire a traversé les millénaires sous forme de pierre. Les bâtisseurs, conscients de l'impermanence des royaumes, auraient voulu laisser une trace indestructible, une signature qui survivrait au déluge, aux guerres et aux révolutions. Peut-être que ce qui nous attire tant dans les pyramides, c'est justement cette impression qu'elles nous parlent d'un autre monde. Elle ne semble pas appartenir uniquement à l'histoire humaine telle que nous la racontons, mais à un récit plus vaste, un récit qui englobe les cycles de création et de destruction de civilisations entières. Elles sont des balises dressées dans le désert pour rappeler que l'humanité n'en est pas à sa première grande aventure. Si nous acceptons cette idée, alors la question n'est plus de savoir si l'Atlantide a existé, mais combien d'Atlantides se sont succédés. Combien de mondes effacés reposent sous nos mers, sous nos glaces, sous nos déserts. Les pyramides, elles, nous donnent la preuve que quelque chose demeure toujours. Car même lorsque tout disparaît, il reste parfois des pierres pour témoigner du silence. Et dans ce silence, nous entendons déjà l'appel d'un autre mystère, les étoiles. Car les pyramides, en plus d'évoquer les civilisations disparues, semblent aussi dialoguer avec le ciel. Leurs alignements, leurs orientations, nous conduisent vers une autre énigme, celle des étoiles anciennes, que les bâtisseurs paraissaient connaître avec une précision troublante. La nuit encolliée dans le désert, les pyramides se dressent comme des silhouettes d'ombre, tournées terrain vers un ciel infiniment vaste. Ce n'est pas seulement le sable et le vent qui les entourent, mais aussi les constellations, telles qu'elles étaient vues il y a des millénaires. Car les pyramides ne se contentent pas d'être des monuments terrestres, elles semblent dialoguer avec les astres. Leurs lignes, leurs orientations, leurs proportions obéissent à une logique qui dépasse la simple fonction de tombeau ou de monument funéraire. Elles apparaissent peu comme un pont entre la terre et le ciel, comme si leurs bâtisseurs avaient voulu inscrire dans la pierre une correspondance cosmique. Les 3 pyramides de Gizeh sont peut-être l'exemple le plus frappant. Leur disposition, légèrement décalée, évoque avec une précision troublante la ceinture d'Orion. Cette constellation, qui a inspiré tant de cultures à travers le temps, était pour les anciens Égyptiens liée au dieu Osiris, maître de la mort et de la renaissance. Or, il semble que les bâtisseurs aient voulu fixer dans le désert une image durable de ce motif céleste, comme si la pierre et l'étoile n'étaient finalement que les reflets d'un même ordre. Si cette correspondance est des réels, elle pose une question vertigineuse. Comment les anciens bâtisseurs pouvaient-ils connaître avec une telle exactitude la position des étoiles, alors même que le ciel change au fil des millénaires ? Car les constellations que nous voyons aujourd'hui ne sont pas exactement celles qu'on voyait il y a 12 000 ans. Les mouvements lents de la Terre, les décalages de l'axe terrestre modifient progressivement le ciel nocturne. Ainsi, si les pyramides reflètent vraiment Orion, cela pourrait suggérer une datation bien plus ancienne que celle admise par l'histoire officielle.
Les alignements astronomiques ne se limitent pas à Gizeh. À travers le monde, des monuments mégalithiques, des temples, des cercles de pierre révèlent pour la même obsession, relier la Terre au ciel. Stonehenge en Angleterre, par exemple, est orienté vers les solstices. À Chichen Itza, au Mexique, le temple de Kukulkan joue avec la lumière du soleil aux équinoxes, créant l'illusion d'un serpent de lumière. Ces correspondances montrent que, partout, les bâtisseurs anciens cherchaient à inscrire leur monde dans l'ordre cosmique. Mais les pyramides d'Égypte, par leur ampleur et leur perfection, sont l'expression la plus monumentale de ce dialogue avec les étoiles. L'orientation précise de la grande pyramide vers les points cardinaux renforce encore ce mystère. Les faces de la pyramide sont alignées avec une exactitude étonnante sur le nord, le sud, l'est et l'ouest. Un tel degré de précision suggère une maîtrise de l'astronomie et de la géométrie d'une ampleur que l'on n'attend pas dans une antiquité lointaine. Ce geste n'était pas seulement symbolique, il plaçait la pyramide au centre d'un système d'harmonie entre la Terre et le cosmos, comme si l'édifice lui-même était conçu comme un instrument, une carte de pierre permettant de lire le ciel. Certains chercheurs ont noté que des conduits étroits à l'intérieur de la grande pyramide semblent pointer vers certaines étoiles précises. L'un d'eux viserait Sirius, l'étoile la plus brillante, associée à la déesse Isis, compagne d'Osiris. Un autre correspondrait à une étoile d'Orion. Ces alignements suggèrent que les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, mais des portes célestes, destinées à relier les âmes des rois aux astres divins. Mais au-delà de la symbolique religieuse, cela révèle surtout une connaissance raffinée de l'astronomie ancienne. Or, si l'on admet que les pyramides pourraient avoir été construites avant l'âge glaciaire, alors la question devient encore plus troublante, car cela signifierait que leurs bâtisseurs connaissaient un ciel différent, un ciel tel qu'il apparaissait il y a 12 000 ans. L'idée que les monuments reflètent la position d'Orion à cette époque renforce l'hypothèse d'une origine plus ancienne que celle enseignée dans nos manuels. Les pyramides seraient alors non seulement des monuments, mais des archives astronomiques, des témoins du ciel d'un autre temps. Il est frappant de constater à quel point l'humanité a toujours cherché à s'orienter par rapport aux étoiles. Dans l'obscurité, les constellations étaient les repères absolus. Elles guidaient les voyageurs, inspiraient les mythes, définissaient les calendriers. Mais pour qu'une civilisation inscrive dans la pierre la correspondance exacte entre la Terre et les étoiles, il faut une volonté particulière, celle de graver l'ordre du monde dans une forme indestructible. Les pyramides seraient alors la manifestation d'un désir de permanence, d'un message adressé aux générations futures. Voici où se trouvait le ciel, voici où nous étions dans l'univers. L'idée que les pyramides soient dans des cartes célestes nous amène à reconsidérer leur rôle. Peut-être n'étaient-elles pas seulement des tombeaux, mais des observatoires, des instruments de pierre destinés à relier le rythme de la Terre à celui du cosmos. En ce sens, elles incarnent un savoir perdu, une science qui mêlait étroitement spiritualité, observation et architecture. Ce savoir, s'il a vraiment existé, n'a pas survécu intact. Mais il s'insinue dans les mythes, dans les traditions, dans ces alignements qui défient le hasard. Les pyramides deviennent alors des énigmes doubles. Elles nous parlent du ciel tel qu'il fut. Et elles nous rappellent que l'homme a déjà contemplé l'univers avec une profondeur que nous avons oubliée. Les bâtisseurs, en dressant ces géants de pierre, ont inscrit leur monde dans l'ordre des astres. Ils ont voulu que leur mémoire survive non seulement au siècle, mais au cycle cosmique. Et nous, en les contemplant, nous sommes contraints de lever les yeux vers les étoiles anciennes, de chercher dans le ciel les reflets de ces monuments terrestres. Ce dialogue silencieux entre la pierre et l'astre nous conduit naturellement vers une autre énigme. Car si les pyramides et le sphinx semblent refléter les étoiles et les cycles célestes, ils portent aussi sur leur surface des marques d'un autre langage, celui du climat. Les pierres, érodées de manière étrange, semblent raconter une histoire que la mémoire humaine a effacée. Une histoire où la pluie, jadis, tombait sur le plateau de Gizeh. Face aux pyramides, le sphinx garde le silence. Millions hommes, il semble être le gardien d'un mystère qui dépasse le cadre pharaonique. Sa présence massive et sereine intrigue depuis toujours, mais ce n'est pas seulement sa forme symbolique qui interroge. C'est aussi son corps de pierre, marqué par des cicatrices que le temps et le climat ont gravées. Car sur ses flancs se trouvent des signes d'une histoire climatique différente, une histoire qui ne correspond pas à l'aridité éternelle que l'on associe à l'Égypte. Des chercheurs, en observant de près ces marques, ont remarqué que l'érosion du sphinx ne ressemble pas à celle causée par le vent et le sable.
Les stries verticales, les cavités arrondies sur son corps et dans l'enceinte qui l'entoure évoquent plutôt l'action prolongée de pluies intenses. Or, depuis des millénaires, le plateau de Gizeh est un désert, incapable de produire une telle usure. Cela signifie que le sphinx aurait été taillé à une époque où l'Égypte connaissait un climat humide, peut-être verdoyant, bien avant la sécheresse qui recouvrit la région. Si cette hypothèse est exacte, le sphinx pourrait être bien plus ancien que les pyramides elles-mêmes. Il appartiendrait alors à un monde où le Nil coulait au milieu de savanes et de forêts, dans un paysage méconnaissable aujourd'hui. Cette datation suggérerait une origine remontant à plus de 10 000 ans, à l'époque où l'Afrique du Nord recevait encore de fortes précipitations, avant que le désert ne s'installe durablement. Ce décalage chronologique bouleverse la vision officielle de l'histoire égyptienne. Car si le sphinx est plus ancien, alors il précède les dynasties, et les pharaons n'auraient de fait que l'hériter, le restaurer, l'entourer de leur propre monument. L'image est vertigineuse. Un monument colossal taillé dans le roc, déjà ancien au moment où Khéops faisait ériger sa grande pyramide. Le sphinx ne serait plus alors une création pharaonique, mais une relique d'un âge oublié, un témoin d'une civilisation antérieure dont nous n'avons presque rien conservé. Les Égyptiens auraient de peut-être intégré ce vestige à leur propre univers religieux, y voyant la trace d'un passé sacré, et l'auraient associé à leurs dieux et à leurs rituels. L'érosion du sphinx, si elle provient bien de la pluie, nous raconte une histoire climatique. Elle évoque une Égypte fertile, un paysage couvert de végétation, traversé par des torrents saisonniers. Dans ce cadre, une communauté humaine aurait pu développer un savoir technique suffisant pour sculpter un monument aussi gigantesque. Mais qui étaient-ils ? Quelle langue parlaient-ils ? Qu'ont-ils laissé derrière eux, hormis ce visage figé ? Nous n'avons pas de réponse, seulement des hypothèses, des fragments de mémoire éparpillés dans le sable. Cette hypothèse s'inscrit dans une vision plus large, celle d'une humanité bien plus ancienne que ce que nous admettons. Car si le sphinx date d'avant le désert, il appartient au temps où les glaciers recouvraient encore une partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Il devient ainsi le chaînon manquant entre nos mythes et nos certitudes. Les bâtisseurs du sphinx pourraient en être les mêmes que ceux qui, selon certaines traditions, survécurent au bouleversement climatique, préservant des savoirs que l'histoire officielle a perdus. Le visage du sphinx lui-même a suscité des débats. Certains pensent qu'il a été retouché au fil du temps, peut-être même remodelé pour ressembler à un pharaon. Si cela était vrai, alors la forme que nous voyons aujourd'hui ne serait qu'une version tardive d'une sculpture plus ancienne, dont l'aspect originel serait perdu à jamais. Cette superposition de couches temporelles renforce encore le mystère. Le sphinx n'est pas un monument d'une seule époque, mais une énigme accumulée, modifiée, réinterprétée par des générations successives. En contemplant ces marques d'eau sur son corps, on a l'impression d'entendre la voix d'un climat disparu. Elle témoigne de pluies qui ne tombent plus, de saisons effacées, d'une Égypte qui n'existe plus. Ces cicatrices sont la mémoire minérale d'un monde englouti, non pas sous l'océan, mais sous le désert. Et c'est peut-être cela le plus troublant. La pierre garde en elle le souvenir de paysages que nous n'avons jamais vus, mais que les bâtisseurs connaissaient d'un. Les mythes égyptiens eux-mêmes pourraient être des échos de ce passé. Lorsque les prêtres parlaient des eptépis, les premiers temps où les dieux marchaient parmi les hommes, ils faisaient peut-être allusion à cet âge antérieur, celui où des monuments comme le sphinx furent dressés. Dans cette vision, les pharaons n'auraient pas inventé leur grandeur, mais repris un héritage plus ancien, l'auréolant de leur propre symbole. Le sphinx, par son silence, devient alors un message incomplet, difficile à déchiffrer, mais qui nous dit au moins une chose. Notre chronologie est incertaine. Les pierres, elles, conservent la mémoire mieux que les textes. Là où les archives humaines s'effacent, l'érosion témoigne. Et ce témoignage pointe vers une antiquité plus profonde que nous ne l'admettons. Ce mystère ne se limite pas à l'Égypte. À travers le monde, d'autres monuments montrent des signes similaires, comme s'ils portaient en tous la trace d'un âge oublié. Mais le sphinx est le plus parlant, car il se dresse à côté des pyramides, comme pour nous rappeler que l'histoire visible n'est qu'une couche superficielle, et qu'en dessous se cache une autre histoire, plus vaste, plus ancienne. Ainsi, le sphinx n'est pas seulement une statue monumentale. Il est une énigme climatique, une archive géologique, une porte ouverte sur un passé dont nous n'avons gardé que des fragments. Ces cicatrices verticales sont comme des lignes écrites par le temps, mais dans une langue que nous ne comprenons pas encore.
Devant lui, on ne peut qu'éprouver un mélange de respect et d'inquiétude. Respect parce qu'il incarne la permanence face au sable et au vent. Inquiétude parce qu'il nous rappelle que nos certitudes sur l'histoire humaine sont fragiles. Peut-être que notre civilisation elle-même sera un jour réduite à quelques ruines, étudiée par d'autres êtres qui se demanderont qui nous étions et pourquoi nous avons disparu. Dans le silence du désert, le sphinx garde sa vérité. Et cette vérité nous conduit vers une autre énigme, tout aussi troublante, les cartes anciennes qui semblent montrer la Terre comme elle était avant le désert et avant la glace. Après la pluie oubliée, viennent les tracés impossibles, les lignes mystérieuses qui défient tant notre mémoire. Dans une bibliothèque silencieuse d'Istanbul, au début du XXe siècle, un fragment de parchemin attira l'attention d'un historien. Ce morceau de carte, jauni par le temps, portait le nom d'un amiral ottoman, Piri Reis. L'homme navigateur et cartographe du XVIe siècle avait compilé dans ses œuvres les savoirs géographiques de son époque, mêlant récits de voyages, traditions orales et cartes plus anciennes. Pourtant, ce document, loin d'être une simple curiosité, allait éveiller une énigme planétaire, car ce qu'il représentait semblait défier la mémoire admise de l'humanité. La carte de Piri Reis montre les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud avec une relative précision, ce qui, pour son temps, est déjà remarquable. Mais ce qui fascine encore davantage, c'est ce littoral situé bien plus au sud, une terre dessinée comme si elle était libre de glace. Or, cette côte ressemble étrangement à celle de l'Antarctique, un continent officiellement découvert seulement au XIXe siècle. Comment un amiral du XVIe siècle aurait-il pu cartographier ce territoire lointain, recouvert depuis des millénaires d'une épaisse calotte glaciaire ? Pour certains, l'explication est simple. Il ne s'agit que d'une erreur d'interprétation. Peut-être que Piri Reis ou ses sources ont mal dessiné les prolongements de l'Amérique du Sud. Mais pour d'autres, plus attentifs aux détails, cette hypothèse ne suffit pas. La courbure, la forme générale, les contours rappellent avec trop de précision les relevés modernes du littoral antarctique. Et surtout, ce littoral est représenté sans la glace, comme si l'auteur ou ses prédécesseurs avaient eu accès à une vision de la Terre telle qu'elle était avant le dernier âge glaciaire. C'est là que commence le mystère. La carte de Piri Reis pourrait être la copie d'une carte beaucoup plus ancienne, transmise à travers les siècles par des civilisations successives. Le navigateur ottoman lui-même le reconnaissait. Il affirmait avoir compilé des cartes antiques, certaines venues d'au-dessus de temps immémoriaux. Et si ces sources venaient d'un âge oublié, d'une humanité capable d'explorer le monde bien avant les grandes découvertes européennes, les cartes impossibles ne se limitent pas à celles de Piri Reis. D'autres documents, retrouvés dans des bibliothèques poussiéreuses ou cités dans des chroniques anciennes, semblent se révéler des connaissances géographiques en avance sur leur temps. Certaines montrent des continents disparus, d'autres des régions que les explorateurs n'avaient pas encore atteintes. Ces cartes sont comme des éclats d'une mémoire plus vaste, transmise malgré les cataclysmes et les effacements de l'histoire. Ce qui trouble le plus, c'est que pour dessiner avec exactitude un continent comme l'Antarctique, il faut des compétences avancées. Il faut savoir mesurer la latitude, comprendre la sphéricité de la Terre et surtout disposer d'un accès direct ou indirect à ses rivages. Or, selon la chronologie officielle, personne ne pouvait avoir observé ces côtes il y a plus de 10 000 ans lorsque la glace commença à s'étendre. L'idée qu'une civilisation ait possédé un tel savoir à cette époque semble impossible, et pourtant la carte demeure. Le mystère s'épaissit encore lorsque l'on relie cette énigme aux pyramides. Car si des civilisations oubliées ont réellement parcouru les océans et dessiné ces cartes, alors elles auraient aussi pu ériger des monuments colossaux, comme les pyramides de Gizeh. Les deux témoignages, la pierre et le parchemin, se renforcent mutuellement. L'un inscrit dans la terre une permanence minérale, l'autre trace sur le papier une mémoire cartographique. Les deux semblent surgir d'un même âge, d'une humanité que nous avons effacée de nos chronologies. Les sceptiques diront qu'il ne faut pas céder à la tentation du merveilleux. Peut-être que ces cartes sont le fruit de recoupements, d'extrapolations, d'erreurs, mais ce qui dérange, c'est la récurrence. Trop de détails, trop de concordances apparaissent pour être entièrement attribués au hasard, à moins que ce hasard lui-même ne soit le masque d'une vérité que nous ne voulons pas voir. La fascination pour les cartes anciennes tient à leur nature ambiguë. Elles sont à la fois précises et énigmatiques, réalistes et mythiques. Elles montrent un monde qui est le nôtre, mais légèrement décalé,
comme si elles reflétaient une terre parallèle, une terre d'avant la mémoire. En cela, elles ressemblent aux pyramides. Elles sont des objets tangibles, concrets, mais leur signification nous échappe. Il est possible que ces cartes soient les vestiges d'un savoir transmis par des navigateurs qui survécurent au cataclysme de la fin de l'âge glaciaire. Des peuples marins, héritiers d'une civilisation disparue, auraient conservé la mémoire de continents aujourd'hui engloutis ou transformés. Ce savoir, fragilisé par les siècles, se serait fragmenté pour finir par apparaître dans les travaux de Piri Reis et d'autres cartographes. Dans cette hypothèse, les cartes impossibles sont comme des bouteilles à la mer, jetées par une humanité disparue, que nous retrouvons par hasard dans les bibliothèques du présent. Si cela est ça en vrai, alors la carte de Piri Reis n'est pas un simple artefact historique, elle est une porte, une ouverture sur une époque où la glace n'avait pas encore scellé l'Antarctique, où la mémoire humaine était plus vaste que ce que nous croyons. Elle est un rappel que notre savoir actuel n'est peut-être qu'une reconstruction incomplète, posée sur un océan d'oubli. Ce qui frappe, lorsqu'on contemple ces cartes, c'est leur silence. Elles ne livrent pas leurs secrets. Elles se contentent de nous montrer une image de la Terre, différente de celle que nous connaissons, comme un miroir d'un passé effacé. Leur énigme n'est pas seulement scientifique ou historique, elle est existentielle. Car elle nous rappelle que notre mémoire n'est pas entière, que nous ne savons pas d'où nous venons vraiment. En reliant les cartes impossibles au mystère des pyramides, une trame se dessine. Les pierres et les parchemins semblent appartenir au même récit, celui d'une humanité plus ancienne, engloutie par le temps, mais qui a laissé derrière elle des traces indestructibles. Ces traces que nous regardons aujourd'hui avec étonnement sont peut-être des messages. Non pas des messages adressés à nous spécifiquement, mais des témoignages universels, destinés à survivre à l'oubli. Ainsi, la carte de Piri Reis et les continents glacés qu'elle suggère ne sont pas une simple curiosité de bibliothèque. Ils sont des fragments d'un monde perdu, des indices qui, mis bout à bout, forment une mosaïque inquiétante. Car si nous admettons que de telles cartes existent, alors nous devons accepter aussi l'idée que l'histoire humaine est bien plus ancienne, bien plus profonde que ce que nous admettons. Et dans ce vertige, une autre question surgit. Si ces cartes et ces monuments existent, qu'en est-il des objets plus fragiles, des outils, des écritures, des preuves matérielles d'un savoir disparu? Peut-être sont-ils encore là, enfouis dans le sol, rejetés par l'archéologie traditionnelle. C'est ainsi que s'ouvre un autre chapitre de ce mystère, celui de l'archéologie interdite, des vestiges anachroniques qui ne devraient pas exister et qui pourtant surgissent, comme des éclats d'un monde que l'on refuse de reconnaître. Dans l'histoire officielle, chaque objet retrouvé dans le sol possède une place définie. Les outils appartiennent à leur époque, les poteries à leur civilisation, les fresques à leur dynastie. Tout s'inscrit dans une chronologie que l'on croit solide, soigneusement établie par l'archéologie moderne. Pourtant, il existe des découvertes qui semblent refuser cette logique, des objets déplacés dans le temps, des vestiges qui ne devraient pas exister. On les appelle parfois « out-of-place artifacts », artefacts hors contexte. Mais derrière ce terme se cache une réalité dérangeante, l'existence possible de mondes oubliés, bien plus anciens que notre mémoire historique. Ces objets anachroniques sont dispersés, rares et souvent rejetés ou dissimulés. Mais leur accumulation provoque un malaise, comme des fissures dans le mur de notre savoir. Parmi eux, des sphères métalliques retrouvées en Afrique du Sud, datant de plusieurs milliards d'années selon la roche qui les enfermait, aux rainures parfaitement régulières, défiant toute explication naturelle simple. Ailleurs, des objets en alliage ou en pierre, retrouvés dans des strates géologiques trop anciennes pour appartenir à l'homme moderne. Chaque fois, l'archéologie traditionnelle répond par le silence ou par l'hypothèse de coïncidences naturelles. Mais ces coïncidences, accumulées, forment une énigme. En Amérique du Sud, des pierres de gravées, connues sous le nom de pierres d'Ica, représentent des scènes impossibles, hommes côtoyant des créatures préhistoriques, cartes stellaires, instruments inconnus. Beaucoup ont été qualifiés de faux, et peut-être certaines le sont-elles. Mais d'autres, patinées par le temps, semblent authentiques. Si elles sont réelles, elles témoignent d'un savoir qui n'aurait pas dû exister à l'époque où elles furent engravées. Elles révèlent une connaissance du ciel et des créatures disparues depuis des millions d'années.
De même, certains récits archéologiques mentionnent des outils en métal retrouvés dans des mines de charbon, des empreintes humaines fossilisées à côté de traces d'animaux préhistoriques, ou encore des murs de pierre parfaitement taillés enfouis sous des couches géologiques millénaires. Ces découvertes, trop inconfortables, sont souvent rejetées comme erreurs de datation, anomalies ou fraude. Pourtant, elles persistent, comme des éclats de mémoire refusant de disparaître. Pourquoi ces objets dérangent-ils autant? Parce qu'ils brisent le récit linéaire que nous avons construit. L'histoire humaine, telle qu'on la raconte, avance par étapes claires. L'homme primitif, les chasseurs-cueilleurs, puis l'agriculture, les premières cités, les grandes civilisations. Mais ces artefacts semblent suggérer autre chose, des cycles, des âges oubliés, des savoirs disparus. Ils laissent entendre que l'humanité a peut-être connu des avancées spectaculaires, effacées par des cataclysmes, et que notre civilisation n'est pas la première à atteindre un certain niveau de développement. On peut imaginer qu'à la fin du dernier âge glaciaire, ou même avant, des sociétés avancées ont prospéré, développant des techniques que nous croyons modernes. Lorsque la mer monta, lorsque les glaciers se brisèrent, ces civilisations furent anéanties. Leurs villes disparurent, leurs bibliothèques brûlèrent, leurs savoirs se perdirent. Mais certains fragments ont survécu, enfouis dans le sol ou transmis en silence. Ces fragments sont aujourd'hui ces vestiges anachroniques, témoins fragiles d'un monde effacé. Certains chercheurs indépendants parlent d'archéologie interdite, car ces découvertes ne trouvent pas leur place dans les institutions officielles. Elles dérangent trop, elles obligeraient à réécrire l'histoire. Ainsi, elles sont reléguées à la marge, considérées comme curiosité ou imposture. Pourtant, elles exercent une fascination persistante. Elles rappellent que l'histoire n'est pas un livre fermé, mais un manuscrit incomplet dont des pages entières ont été arrachées. Si l'on relie ces vestiges aux pyramides, une cohérence apparaît. Les monuments colossaux de Gizeh, eux aussi, semblent anachroniques. Leur perfection, leur endurance, leur savoir-faire ne s'accordent pas avec l'époque officielle de leur construction. Et si ces vestiges disséminés à travers le monde n'étaient grands que des fragments du même récit, des fragments qui, mis bout à bout, décriraient une humanité plus ancienne, engloutie, dont les pyramides seraient le témoignage le plus éclatant? Il existe aussi des récits de tradition orale qui parlent de savoirs perdus, d'outils disparus, de techniques que les ancêtres connaissaient, mais que leurs descendants ont oubliées. Les peuples anciens se souvenaient parfois de temps meilleurs, où les hommes savaient maîtriser des forces mystérieuses, élever des pierres gigantesques ou lire dans le ciel. Ces récits ne sont pas pris au sérieux par les historiens, mais ils pourraient en être les échos d'un savoir perdu. L'archéologie interdite nous place face à une question profonde. Et si notre histoire officielle n'était qu'un fragment, une version partielle, construite sur ce que nous avons retrouvé, mais ignorant tout ce qui a été effacé? Les vestiges anachroniques nous rappellent que la vérité n'est peut-être pas dans ce que nous avons conservé, mais dans ce que nous avons perdu. Le désert, la glace, l'océan sont des gardiens impitoyables. Ils effacent, ils recouvrent, ils détruisent. Mais parfois, ils conservent. Et ce qu'ils conservent apparaît dans nos mains comme une anomalie, un objet qui ne devrait pas être là. Ces objets sont les murmures d'une histoire interdite, celle d'une humanité dont nous ne connaissons que des échos. En regardant ces artefacts et en pensant aux sphinx, aux pyramides, aux cartes impossibles, une évidence s'impose. L'humanité n'est pas une ligne droite. Elle est un cercle, ou peut-être une spirale, avançant puis retombant, renaissant après chaque cataclysme. Et dans chaque cycle, elle laisse des traces, des pierres, des cartes, des objets qui définissent le temps et troublent notre mémoire. L'archéologie interdite n'est pas seulement une collection d'anomalies. Elle est une invitation. Une invitation à regarder l'histoire autrement, à accepter que le passé puisse être plus vaste, plus mystérieux, plus profond que nos manuels. Elle nous invite à contempler les pyramides non pas comme des créations isolées, mais comme les survivantes d'un âge disparu, reliées par une chaîne invisible à tous ces objets impossibles. Et cette chaîne, si on la suit, nous conduit vers un autre mystère. Car si des objets anachroniques survivent, si des cartes impossibles persistent, c'est qu'un savoir a existé. Un savoir perdu, transmis parfois en fragments, oublié souvent. Un savoir qui a permis d'ériger les pyramides, de sculpter le sphinx, de naviguer jusqu'au continent glacé. Ce savoir perdu des bâtisseurs inconnus est la prochaine énigme qui nous attend, au seuil du silence et de l'oubli. Devant les pyramides, une impression domine, celle d'un savoir qui échappe.
Ces blocs monumentaux, taillés et assemblés avec une précision que nos machines modernes peinent à égaler, témoignent d'une intelligence technique et d'une vision que nous avons du mal à comprendre. Tout semble indiquer que leurs bâtisseurs connaissaient d'aucuns des secrets aujourd'hui perdus. Des secrets liés non seulement à l'architecture, mais aussi à l'observation du ciel, à la connaissance de la terre, à la maîtrise de forces que nous ne savons plus nommer. Lorsque nous contemplons ces monuments, nous nous demandons comment ont-ils déplacé des pierres de plusieurs dizaines de tonnes sur des kilomètres sans machine motorisée? Comment ont-ils aligné leurs ouvrages avec une telle exactitude sur les points cardinaux, alors qu'aucun instrument moderne n'existait selon nos chronologies officielles? Et surtout, pourquoi ont-ils choisi de dresser des formes aussi gigantesques, défiant le temps et la mémoire? Ces questions simples en apparence ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans les explications conventionnelles. Peut-être que les bâtisseurs connaissaient des techniques que nous avons oubliées, des méthodes de levage, des procédés de taille, des savoirs transmis de bouche à oreille et perdus dans le silence des siècles. Certains récits antiques évoquent l'usage de sons, de vibrations pour déplacer la pierre. Des légendes tibétaines parlent de moines capables de soulever des rochers par le pouvoir des chants et des instruments. Ce ne sont que des mythes, dit-on. Mais ces mythes pourraient en cacher une mémoire déformée d'un savoir réel, lié à une compréhension plus subtile de la matière et de l'énergie. D'autres traditions parlent de connaissances astronomiques intégrées dans la construction. Les proportions des pyramides, leur hauteur, leur base, semblent se refléter des rapports cosmiques, des distances entre la Terre et le Soleil, ou encore la taille de la planète elle-même. Ces coïncidences sont troublantes. Soit elles sont le fruit du hasard, soit les bâtisseurs possédaient une compréhension avancée de la géométrie et du cosmos bien avant l'apparition officielle de telles sciences. Ce qui frappe également, c'est le caractère universel de ces savoirs perdus. On retrouve partout dans le monde des monuments mégalithiques qui défient la logique de leur époque. À Baalbek, au Liban, des blocs colossaux, pesant des centaines de tonnes, ont été posés avec une précision telle que nos technologies actuelles peinent à imaginer comment cela fut possible. À Sacsayhuaman, au Pérou, d'énormes pierres s'emboîtent avec une perfection millimétrique, comme si elles avaient été moulées plutôt que taillées. Partout les mêmes énigmes, des bâtisseurs inconnus, des techniques oubliées, des savoirs perdus. On pourrait croire que ces peuples disparus avaient un rapport différent au monde. Leur science n'était peut-être pas la nôtre, faite de calculs et de machines, mais une science intuitive, enracinée dans l'observation et dans une compréhension de la nature qui nous échappe. Ils voyaient peut-être des forces invisibles que nous avons cessé de percevoir, des harmonies que nous avons oubliées. Leurs monuments ne sont pas seulement des prouesses techniques, mais des chants de pierre, des messages inscrits dans une langue disparue. Si les pyramides furent construites avant l'âge glaciaire, alors leurs bâtisseurs étaient les héritiers d'un monde englouti, porteurs d'un savoir ancien transmis malgré les cataclysmes. Ils savaient que la pierre résisterait mieux que les récits, mieux que les bibliothèques, mieux que les traditions orales. Alors ils inscrivirent leur mémoire dans des formes indestructibles. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être qu'un fragment de leur savoir, une vitrine visible d'une connaissance bien plus vaste, dont le reste a disparu. Ce savoir perdu ne se réduit pas à la technique. Il concerne aussi le sens de ces monuments. Car pourquoi ériger de telles structures? Pour qui? Pourquoi? Était-ce pour les dieux, pour les rois, pour le ciel? Ou bien pour laisser un témoignage universel destiné à traverser les âges et à rappeler aux générations futures qu'il y eut, autrefois, une humanité capable d'accomplir l'impossible? Les pyramides dans cette vision ne sont pas des tombeaux, mais des messages chiffrés, symboliques, dont nous n'avons pas encore trouvé la clé. La perte de ces savoirs nous trouble, car elle révèle la fragilité de la mémoire humaine. Nous croyons être les héritiers d'une ligne continue de progrès, mais les pyramides montrent que la connaissance peut être immense, puis disparaître. Le feu, la mer, la glace, le temps suffisent à effacer des bibliothèques entières dans des traditions millénaires. Seule la pierre, dans sa masse, survit, et même elle, parfois, se tait. Les bâtisseurs inconnus n'ont pas laissé de nom, pas de texte, pas de récit clair. Ils ont laissé des œuvres qui défitent le sable, la pluie et l'oubli. Nous ne savons pas qui ils étaient, mais nous savons qu'ils avaient accès à un savoir que nous n'avons plus. Leur silence nous renvoie à notre propre fragilité. Car si une telle civilisation a pu disparaître, pourquoi la nôtre serait-elle éternelle?
les savoirs perdus entrent entre les traditions orales. Dans de nombreux mythes, on retrouve l'idée de maîtres anciens, d'instructeurs venus transmettre la science au peuple primitif. Dans l'Égypte ancienne, on parlait de Thoth, le dieu de l'écriture et de la connaissance. Chez les Grecs, Prométhée offrait le feu aux hommes. Dans les Amériques, Quetzalcoatl ou Viracocha étaient décrits comme des dieux enseignants. Derrière ces figures mythologiques se cache peut-être le souvenir d'êtres humains survivants d'un cataclysme qui transmirent aux générations suivantes des fragments de leur savoir. Si tel est le cas, alors les pyramides sont plus qu'un monument, elles sont un héritage codé dans la pierre destiné à transmettre un savoir sans parole. Peut-être que les proportions, les orientations, les mesures qu'elles incarnent sont une écriture universelle, une archive silencieuse de l'humanité perdue. Nous ne savons pas encore la lire, mais elle est là, immuable. Le mystère des savoirs perdus des bâtisseurs inconnus nous invite à l'humilité. Nous croyons être au sommet de la connaissance, mais il se peut que nous ne soyons que les héritiers fragiles d'un cycle recommencé. Eux aussi peut-être pensaient que leur savoir durerait éternellement. Mais le temps, l'eau et le feu les ont effacés, ne laissant que quelques géants de pierre. Nous regardons ces monuments avec admiration, mais ils pourraient être aussi des avertissements. Car si nous oublions, comme eux, que la mémoire est trop fragile, alors nos propres savoirs disparaîtront à leur tour. Peut-être qu'un jour, d'autres êtres se tiendront devant les ruines de nos cités modernes et se demanderont, comme nous devant les pyramides, comment ont-ils fait? Pourquoi ont-ils construit cela? Quels secrets ont-ils perdus? Les pyramides sont ainsi des miroirs. Elles reflètent notre fascination, mais aussi notre ignorance. Elles nous rappellent que la connaissance n'est jamais acquise, qu'elle peut être perdue, et que l'humanité n'est peut-être qu'un acteur parmi d'autres sur la scène immense du temps. Et derrière cette énigme des savoirs perdus, une autre question se profile. Car si ces bâtisseurs inconnus ont réellement existé, où sont passées leurs cités, leurs temples, leurs bibliothèques? Peut-être sous les eaux, engloutis par les mers qui montèrent après la fonte des glaces. La prochaine étape du mystère nous mène ainsi vers un autre récit, celui de la mer qui monte et de la mémoire qui se noie. À la fin du dernier âge glaciaire, la Terre vécut une transformation radicale. Les glaces, qui recouvraient en d'immenses parties du nord du continent, commencèrent à fondre. Le climat changea brutalement, les rivières gonflèrent, les plaines se transformèrent en lacs, et la mer, lentement d'abord, puis de façon irréversible, se mit à monter. Cette élévation du niveau des océans effaça des milliers de kilomètres de côtes, engloutit des vallées fertiles et recouvrit les traces de cultures entières. L'histoire humaine que nous croyons connaître pourrait avoir laissé derrière elle plus d'empreintes sous l'eau que sur la terre ferme. Lorsque nous observons la carte actuelle du monde, nous oublions qu'elle n'a pas toujours eu cette forme. Il y a 12 000 ans, les mers étaient bien plus basses. Les continents étaient de plus vastes, reliés par des terres aujourd'hui disparues. Les populations humaines, comme toutes les civilisations, vivaient en majorité près de l'eau sur ces rivages désormais engloutis. Si des sociétés avancées ont existé avant l'Holocène, c'est là, sous les vagues, qu'elles dorment encore. Des découvertes récentes nous offrent des aperçus troublants de ce passé submergé. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambay, des structures gigantesques ont été identifiées par sonar. Elles semblent appartenir à une cité disparue, plus ancienne que les civilisations reconnues. Au Japon, près de l'île de Yonaguni, des formations rocheuses taillées ressemblent à des terrasses, des escaliers, des murs immergés depuis des millénaires. Dans la mer Égée, en Méditerranée, on a retrouvé des routes et des murs engloutis, vestiges de villes côtières perdues. Ces fragments ne sont peut-être que les survivants visibles d'un monde plus vaste, caché sous des centaines de mètres d'eau. L'idée que la mémoire humaine se soit noyée avec la montée des océans n'est pas nouvelle. Presque toutes les cultures gardent le souvenir d'un déluge. La Bible raconte celui de Noé. Les traditions mésopotamiennes décrivent celui d'Utnapishtim. Les Grecs évoquent l'histoire de Deucalion. Les récits des peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie parlent eux aussi d'inondations cataclysmiques. Ces mythes, dispersés sur la planète, semblent tous chanter la même mélodie. Il y eut un temps où l'eau recouvrit le monde et détruisit ce qui existait avant. La coïncidence entre ces récits et la fin de l'âge glaciaire est frappante. Ce que la science décrit comme un phénomène climatique, les peuples l'ont transmis comme une mémoire sacrée. Et si ces légendes étaient les échos de véritables cataclysmes? Si elles étaient les archives orales d'une humanité qui vit ses villes disparaître sous les vagues?
Dans ce cadre, les pyramides prennent une autre dimension. Elles ne seraient pas seulement être des monuments funéraires, mais des témoignages élevés loin des rivages, pour résister au déluge. Leur emplacement, au cœur du désert, à une distance sûre des mers, pourrait être un choix délibéré. Comme si leurs bâtisseurs savaient donc que l'océan finirait par recouvrir les mémoires humaines. La pierre, dressée dans l'aridité, serait la seule capable de survivre à l'engloutissement. Les archéologues traditionnels restent prudents. Ils voient dans ces structures sous-marines des anomalies naturelles ou des vestiges récents noyés par des tremblements de terre. Pourtant, la régularité des formes, la disposition des blocs, les proportions évoquent bien autre chose. Tout semble indiquer que des mains humaines ont façonné ces lieux avant que la mer ne les dévore. Si tel est le cas, alors l'histoire humaine ne commence pas avec Sumer, l'Égypte ou l'Indus, mais bien avant, dans des âges submergés. La mer, en montant, a effacé les preuves visibles, mais elle a peut-être aussi protégé certaines traces. Comme une capsule, elle recouvre et scelle les ruines, les préservant des mains humaines. Dans les profondeurs, sous des sédiments et des couches d'eau, des bibliothèques de pierre pourraient m'endormir encore, intactes, attendant d'être redécouvertes. Les technologies modernes d'exploration sous-marine commencent à peine à effleurer cette mémoire engloutie. Peut-être que l'avenir de l'archéologie ne se trouve pas dans le désert, mais sous les vagues. Le mythe de l'Atlantide prend ici tout son sens. Platon parlait d'une île immense engloutie en une nuit et un jour. Cette image symbolique ou non correspond étrangement à ce que l'on sait des bouleversements climatiques de la fin du Pléistocène. Des inondations massives, rapides à l'échelle géologique, auraient pu effacer des territoires entiers. L'Atlantide ne serait pas une exception, mais un symbole universel de ces terres disparues. La mer, en montant, a noyé des villes, des routes, des ports, mais aussi des mémoires. Les récits fragmentés ont survécu dans les mythes. Les pierres les plus massives, comme les pyramides, ont survécu dans le désert. Le reste s'est perdu dans les abysses. Ce contraste entre ce qui demeure et ce qui disparaît est l'un des plus grands mystères de notre passé. Nous devons imaginer les rives d'autrefois, des cités vibrantes de vie, des temples dédiés aux étoiles, des marchés le long de fleuves désormais submergés. Puis la montée inexorable de la mer, les eaux engloutissant lentement les foyers, les habitants fuyant vers les hauteurs. Certains ont peut-être atteint les terres de l'intérieur, apportant avec eux des savoirs, des traditions, des légendes. D'autres se sont perdus, effacés à jamais. Les survivants ont transmis ce qu'ils pouvaient, souvent sous la forme de récits mythiques. Mais la mémoire collective s'est diluée, comme l'encre dans l'eau. Les pyramides, dans cette vision, apparaissent comme un défi lancé aux océans. Elles disent « Même si vos vagues effacent nos rivages, même si vos eaux engloutissent nos villes, voici une mémoire qui vous résistera. » Leur masse et leur emplacement leur ont permis de défier la mer. Elles se dressent encore aujourd'hui comme les témoins d'un âge où la mémoire des hommes fut en partie noyée. Ce qui inquiète, c'est la répétition possible de ce cycle. La mer qui monte n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est aussi une réalité contemporaine. Les côtes d'aujourd'hui sont menacées par les changements climatiques modernes et des millions d'êtres humains vivent dans des zones qui pourraient être englouties. L'histoire engloutie de l'Antiquité devient alors un miroir. Ce qui est arrivé hier peut se reproduire demain. Ainsi, la mer qui monte n'est pas seulement un phénomène naturel, elle est aussi une métaphore de l'oubli. Car chaque vague emporte avec elle un fragment de mémoire, chaque inondation efface des traces de vie. Ce qui reste est rare, précieux, et doit être interprété avec soin. Les pyramides nous rappellent que même dans l'oubli, il peut subsister des balises, des monuments qui résistent à la dissolution du temps. Mais si la mer a englouti une partie de notre mémoire, une autre forme de conservation a survécu, celle des récits transmis de génération en génération. Les mythes, bien que transformés, sont des archives orales. Ils portent en eux les échos des mondes disparus. La prochaine étape de ce voyage dans les énigmes du passé nous mène donc à cette autre mémoire, fragile mais tenace, celle des mythes et des légendes, où l'humanité a codé ses souvenirs comme des archives vivantes. Avant l'écriture, avant les tablettes d'argile, avant les papyrus, l'humanité n'avait qu'un seul moyen de conserver sa mémoire, la voix. Les anciens savaient que les pierres pouvaient survivre au temps, mais que les récits, eux, avaient besoin d'être vivants pour se transmettre. Ainsi naquirent les mythes, ces histoires répétées de génération en génération, comme des chants de mémoire gravés dans le langage. Derrière leurs apparences fabuleuses, ils recèlent parfois la trace de réalités plus profondes.
car les mythes sont des archives orales, des bibliothèques sans murs, où l'humanité a inscrit ses souvenirs de mondes disparus. Lorsque nous examinons ces récits, un motif revient sans cesse, celui du déluge. Qu'il s'agisse de l'histoire de Noé dans la Bible, d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, de Deucalion et Pyrrha dans la Grèce antique, ou des traditions amérindiennes et océaniennes, partout on retrouve l'idée d'eau déchaînée détruisant des civilisations entières. Ces récits ne peuvent pas être de simples coïncidences. Ils portent l'écho d'un cataclysme planétaire, la fin de l'âge glaciaire et la montée brutale des océans. Les mythes, dans ce cas, sont des archives codées, préservant à travers les siècles la mémoire d'une catastrophe réelle. Mais les mythes ne parlent pas seulement d'eau et de destruction. Ils évoquent aussi des âges d'or, des temps premiers où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux ou recevaient de la visite de maîtres venus d'ailleurs. En Égypte, les prêtres racontaient l'existence du Zeb Tepi, le premier temps, une ère mythique où les dieux marchaient par là sur terre et enseignaient aux hommes les arts et les sciences. Chez les Grecs, Hésiode évoquait les âges successifs de l'humanité. L'âge d'or, d'argent, de bronze, puis de fer, où les hommes perdaient un peu à peu la grandeur originelle. Dans l'Inde ancienne, les textes védiques parlent de cycles de yuga, des âges cosmiques où la sagesse humaine s'élevait puis déclinait, avant de renaître. Ces récits dispersés sur la planète semblent refléter un même souvenir, celui d'un âge oublié où des savoirs plus vastes existaient, balayés ensuite par des cataclysmes et des déclins. Les mythes ont conservé ce souvenir, non pas sous forme de dates et de faits précis, mais comme des images poétiques, des allégories. Car la mémoire orale ne peut survivre qu'en se transformant, en se chargeant de symboles qui la rendent inoubliable. Les mythes sont aussi des cartes, non pas des cartes de papier, mais des cartes de mémoire. Ils indiquent donc des lieux, des montagnes sacrées, des rivières originelles, des terres perdues. Dans le récit biblique, l'arche se pose sur les hauteurs d'Ararat. Dans les traditions hindoues, les continents engloutis de Kumarikandam sont situés dans l'océan Indien. Chez les Mayas, Aztlán, c'est la terre originelle, disparue sous les eaux. Ces noms, ces lieux mythiques, pourraient être les réminiscences de territoires réels, effacés par la mer mais conservés dans le souvenir oral. Ce qui rend ces mythes précieux, c'est leur universalité. Chaque peuple, chaque culture, même isolée, semble garder un récit d'origine, une mémoire de destruction et de renaissance. C'est comme si l'humanité entière avait traversé un traumatisme collectif et l'avait inscrit dans ses contes. En ce sens, les mythes sont les archives d'une mémoire partagée, d'un passé commun que nous avons perdu mais que nous pressentons encore. Les mythes parlent aussi des bâtisseurs. Dans de nombreuses cultures, on évoque des êtres mystérieux venus transmettre aux hommes les savoirs fondamentaux. En Égypte, ce fut Thoth, maître des lettres et de la sagesse. Dans les Andes, Viracocha enseigna au peuple l'agriculture et l'architecture. Au Mexique, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, apporta la connaissance. Ces figures, souvent considérées comme divines, pourraient en réalité être les survivants d'une civilisation disparue, des instructeurs porteurs d'un savoir ancien. Les mythes auraient transformé ces hommes en dieux, mais derrière la légende pourrait se cacher une vérité, celle de maîtres humains venus d'un monde effondré. Cette transmission orale, en traversant les siècles, se déforme, s'enrichit, se charge de symboles. Mais elle garde son noyau, la mémoire d'événements réels. De la même façon que les pierres du Sphinx portent les traces d'anciennes pluies, les récits oraux portent les traces de vérités enfouies. Ce sont des archives vivantes, mais fragiles. Elles ne résistent pas toujours à l'érosion du temps, aux oublis, aux déformations. Pourtant, certaines parviennent à survivre, comme des braises préservées au cœur des traditions. En reliant ces mythes aux monuments, une image plus vaste se dessine. Les pyramides, par leur permanence, incarnent la mémoire de Pierre. Les récits, par leur fluidité, incarnent la mémoire vivante. L'un sans l'autre est incomplet. Mais ensemble, ils forment une double archive. La pierre dit ce qui est, le mythe dit ce qui fut. Et parfois, les deux se rejoignent, comme dans l'évocation des âges d'or, des déluges, des civilisations englouties. Le problème est que notre époque a tendance à séparer la légende de l'histoire. Nous considérons les mythes comme de simples fictions, et nous oublions qu'ils sont aussi des archives codées. En agissant ainsi, nous nous privons d'une part de notre mémoire, car derrière les images de dieux et de monstres, il peut y avoir des vérités historiques, des événements réels, transformés en récits pour survivre. Les mythes sont aussi des avertissements. Ils racontent des civilisations brillantes,
détruites par leur arrogance ou par des forces naturelles, ils disent Boram que rien n'est éternel, que les hommes oublient et recommencent. Ces leçons, transmises aux gens par des générations entières, ne sont pas seulement des histoires, ce sont des guides. Les ignorer, c'est répéter les erreurs du passé. La transmission orale, dans ce sens, n'est pas seulement un souvenir, elle est une résistance à l'oubli. Les mythes nous disent que même lorsque les bibliothèques brûlent, même lorsque les villes disparaissent, la mémoire peut survivre par la voix, par la parole, par le chant. Mais cette mémoire est fragile, elle dépend des conteurs, des prêtres, des anciens. Si elle se brise, il ne reste plus que le silence. Aujourd'hui, en écoutant ces mythes, nous pouvons y voir des contes naïfs. Mais si nous les lisons comme des archives, ils prennent une autre dimension. Ils deviennent des fragments d'histoire, des indices d'un monde plus ancien. Ils deviennent les compléments invisibles des pyramides, les échos vivants d'un passé englouti. Et derrière ces mythes, une autre mémoire s'impose, plus silencieuse encore, celle de la pierre elle-même. Car les monuments, par leur proportion et leur forme, parlent aussi un langage qui n'est pas oral, mais inscrit dans la matière, dans l'orientation, dans le silence. C'est ce langage des pierres, ce murmure immobile, que nous allons maintenant écouter. Lorsque l'on se tient face aux pyramides, un sentiment étrange envahit l'esprit. Ce n'est pas seulement l'ampleur de la structure qui impressionne, mais une impression plus subtile, celle que les pierres semblent parler. Non pas par des mots, ni par des symboles inscrits à la surface, mais par leur simple présence, leur organisation, leur silence. Il y a dans l'assemblage de ces blocs une intention muette, un message qui dépasse les siècles, comme si les bâtisseurs avaient choisi la pierre pour qu'elle devienne une langue éternelle, impossible à effacer. Le langage des pierres n'est pas immédiat. Il demande patience, contemplation, écoute. Les blocs colossaux, parfaitement ajustés, sont plus qu'un exploit technique. Ils disent la volonté de durer, de laisser un témoignage qui traverse le temps. Chaque joint invisible, chaque angle orienté, chaque proportion inscrite dans la masse raconte une histoire. Une histoire que nous avons oubliée mais que la pierre, fidèle, conserve. Contrairement aux mots écrits, qui peuvent être effacés, traduits, transformés, la pierre impose une mémoire directe, brute, indestructible. Le désert ajoute à cette impression. Le sable entoure les pyramides comme une mer figée. Il les isole du monde moderne, les plongeant dans un silence qui devient une forme de langage. Car ce silence n'est pas vide. Il est chargé de siècles, de vents, de voix disparues. Chaque grain de sable est une particule de mémoire, tombée des royaumes anciens. Et dans ce silence, les pierres semblent résonner, comme si elles chuchotaient une vérité enfouie, perceptible seulement à celui qui accepte de se taire et d'écouter. On a souvent cherché à déchiffrer les pyramides comme des énigmes mathématiques ou astronomiques. Mais au-delà des nombres et des alignements, elles parlent par leur présence même. Elles disent « Nous étions là, nous avons vu ce que vous avez oublié ». Leur langage est celui de la permanence face à l'impermanence des hommes. Là où les générations s'effondrent, où les empires s'effacent, les pyramides demeurent, gardiennes silencieuses d'un savoir enfoui. Dans d'autres lieux du monde, ce langage des pierres se répète. À Machu Picchu, les murs incas épousent la montagne avec une précision presque organique. À Sacsayhuaman, les blocs s'emboîtent comme des puzzles géants, défiant toute logique moderne. À Göbekli Tepe, les piliers de sculptés se dressent comme les premières phrases d'un langage oublié. Partout, Sidio, les bâtisseurs ont utilisé la pierre comme une écriture universelle, une mémoire plus durable que le bois, le cuir ou le parchemin. Partout, le même silence accompagne ces structures comme une ponctuation invisible. Le silence des sables, en Égypte, joue un rôle particulier, car il ne se contente pas de recouvrir et de protéger. Il efface aussi. Des temples entiers, des avenues de sphinx, des villages entiers ont disparu sous les dunes, oubliés pendant des siècles. Ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un désert éternel était jadis un paysage vivant, traversé de processions, de rituels, de chants. Le sable, en recouvrant ces lieux, a transformé le bruit des hommes en silence. Et dans ce silence, les pierres continuent de parler, mais d'une voix que nous ne savons plus comprendre. Il est possible que les bâtisseurs aient choisi délibérément ce langage muet. Ils savaient que les mots changent, que les langues meurent, mais que la pierre reste. En dressant leur monument, ils ont inscrit un message qui ne dépend d'aucun alphabet, d'aucune traduction. Leur langage est celui de la forme, de la proportion, de l'orientation. Un langage universel, lisible par quiconque possède encore l'intuition de regarder le ciel, le soleil, les étoiles.
Le langage des pierres est aussi un langage de l'absence, car ce qu'elles disent le plus fort, c'est ce qu'elles ne disent pas. Elles gardent le silence sur leurs bâtisseurs, sur leur véritable fonction, sur les raisons de leur construction. Ce silence essaie leur message, nous rappeler que nous ne savons pas, que nous avons perdu la clé. Ainsi, les pyramides ne sont pas seulement des monuments, elles sont des questions figées dans la pierre, imposées à toutes les générations. Le désert amplifie encore cette interrogation. Lorsque le vent souffle sur les dunes, il produit un murmure qui ressemble à une voix. On pourrait croire que c'est la réponse des sables aux pierres, comme si le sol lui-même dialoguait avec les monuments. Cette impression presque poétique illustre la profondeur du mystère. La pierre et le sable, immobiles et mouvants, écrivent ensemble une histoire que nous ne faisons qu'entrevoir. Peut-être que ce langage, nous ne le comprendrons jamais vraiment, mais il n'est pas nécessaire de le traduire pour en ressentir la force. En nous plaçant face aux pyramides, nous sentons instinctivement qu'elles portent un message. Ce message n'est pas fait pour être lu comme un livre, mais pour être ressenti, contemplé. Il parle au cœur plus qu'à l'intellect, il dit que d'autres avant nous ont su voir plus loin, construire plus grand et inscrire leur savoir dans l'éternité de la pierre. Le silence des sables, quant à lui, est une mémoire paradoxale. Il recouvre, mais il conserve. Grâce à lui, des monuments se sont maintenus intacts pendant des millénaires. Grâce à lui, des temples oubliés ont ressurgi, presque intacts, lorsque les archéologues ont dégagé les dunes. Le sable est à la fois le destructeur et le gardien. Il efface la vie, mais protège les traces de ce qui fut. Il est l'oubli et la mémoire. Ainsi, le langage des pierres et le silence des sables forment un couple indissociable. L'un inscrit, l'autre recouvre, l'un dit, l'autre tait. Ensemble, ils créent une énigme qui dépasse nos capacités. Ils transforment le désert en bibliothèque invisible, où chaque dune est une page, chaque monument une phrase. Et nous, en marchant sur ce sable, en touchant ces pierres, nous parcourons un texte que nous ne savons pas encore lire. Peut-être que ce texte n'était pas destiné à être lu par nous, mais par l'univers lui-même. Peut-être que les pyramides sont moins un message pour l'humanité qu'un dialogue avec le cosmos. Leur silence, après tout, n'est pas vide. Il est orienté vers le ciel, vers les étoiles, vers les cycles éternels. Ce langage des pierres, ce silence des sables, nous conduisent donc vers une réflexion plus vaste. Car s'il existe une mémoire inscrite dans la matière, il existe aussi une mémoire inscrite dans la planète elle-même, dans les cycles de la Terre. La prochaine étape de ce voyage est donc de contempler la Terre avant l'histoire écrite, cette époque où tout ce que nous étions n'était pas encore consigné dans des alphabets, mais seulement dans la roche, le ciel et le souffle du monde. Bien avant que les premiers scribes ne tracent des signes sur l'argile, avant que les dynasties n'élèvent encore des annales et que les rois ne gravent leurs victoires dans la pierre, il y eut un monde sans mots écrits. Un monde où la mémoire des hommes s'inscrivait dans le ciel, dans la terre, dans la pierre, et non dans les alphabets. La terre avant l'histoire écrite est un territoire presque invisible, car il échappe à nos archives et à nos chronologies. Pourtant, c'est là que se cache peut-être l'origine des grandes énigmes qui nous fascinent encore, les pyramides, le sphinx, les mythes universels. Cette terre ancienne, nous ne la connaissons que par fragments. Les archéologues l'effleurent à travers quelques sites, comme Göbekli Tepe en Anatolie, vieux de plus de 11 000 ans. Là, des hommes qui n'avaient, selon nos manuels, que l'arc et la pierre, érigèrent des piliers monumentaux sculptés d'animaux et de symboles. Cela seul suffit à briser la vision d'un passé primitif. Car cela prouve que, bien avant l'écriture, l'homme possédait déjà une organisation complexe, une pensée symbolique, une maîtrise de la pierre qui annonce les grands monuments à venir. Göbekli Tepe est comme un éclat du miroir d'une humanité dont le reste a été effacé. Avant l'histoire écrite, la Terre était traversée par d'immenses changements climatiques. Les glaces recouvraient encore de vastes continents. Puis, brusquement, elles fondirent, modifiant la face du monde. Ce bouleversement transforma les paysages, mais aussi les cultures humaines. Les plaines fertiles devinrent de mers, les rivières s'élargirent en deltas, les montagnes se couvrirent de forêts. Dans ce monde mouvant, l'homme dut s'adapter, migrer, inventer. Les monuments que nous retrouvons sont les traces visibles de cette adaptation. Les mythes, eux, sont les traces invisibles, gravées dans la mémoire collective. La terre avant l'écriture était aussi une terre de sons et de gestes. Les savoirs se transmettaient à nous par la parole, les chants, les danses rituelles. Le ciel servait de calendrier, les étoiles guidèrent les déplacements, les alignements naturels inspirèrent les bâtisseurs.
Ainsi, les premiers observatoires ne furent pas des bibliothèques de pierre, mais des cercles levés dans la nature, des lieux où l'homme liait sa mémoire au cosmos. C'est de cette tradition qu'auraient pu naître les alignements de Gizeh, bien avant que les scribes ne consignent leurs symboles dans des hiéroglyphes. Si les pyramides furent construites avant l'histoire écrite, alors elles appartiennent à ce monde. Un monde sans archives textuelles, mais riche de savoirs transmis oralement et inscrits dans la pierre. Leur langage n'était pas celui de l'écriture, mais celui des proportions, des orientations, des volumes. Leur fonction peut-être était justement de dépasser l'absence d'écriture, de constituer une archive indestructible, compréhensible au-delà des mots. Cette hypothèse éclaire aussi la relation entre les mythes et les monuments. Dans les récits des peuples anciens, on parle d'âge premier, où les dieux marchaient prendre parmi les hommes. Ces dieux pourraient être les survivants d'une humanité plus ancienne, transmise à travers les traditions orales. Les monuments, eux, seraient la traduction matérielle de ce savoir, figé dans la pierre pour compenser la fragilité de la voix. Avant l'écriture, la terre entière était une archive. Les montagnes, les étoiles en manteau style les pierres sculptées. Les pyramides s'inscrivent dans ce même principe, devenir des bibliothèques minérales capables de traverser les millénaires sans l'aide des mots. Mais si ce monde a réellement existé, où sont passées ses traces ? La montée des mers, les vents, les sables, les séismes ont effacé une grande partie des indices. Les rares fragments retrouvés, des outils, des gravures, des structures englouties, sont isolés, difficiles à interpréter. Pourtant, ils convergent tous vers une idée. L'homme, avant l'écriture, n'était pas un être primitif, mais un être déjà porteur d'une mémoire et d'un savoir complexe. Cette terre oubliée résonne aussi dans les traditions des cycles. En Inde, les yugas décrivent des âges successifs de grandeur et de déclin. Chez les Grecs, Hésiode parlait de l'âge d'or, suivi d'âges plus sombres. Ces récits suggèrent donc que l'humanité a connu plusieurs commencements, plusieurs renaissances. Les pyramides pourraient être les témoins d'un de ces commencements inscrits dans la pierre pour survivre aux effondrements. La mémoire de cette terre sans écriture est aussi portée par les lieux sacrés. Partout, les peuples ont choisi des collines, des montagnes, des sources pour y déposer leurs rites. Ces lieux, souvent alignés sur les astres, sont les premiers calendriers, les premières bibliothèques. Avant l'écriture, la terre entière était un livre, et l'homme savait encore le lire. Aujourd'hui, nous avons perdu cette lecture. Nous voyons les pierres comme de simples ruines, mais elles étaient autrefois des mots dans une langue universelle. Les pyramides, alors, deviennent le pont entre deux mondes, celui de la mémoire orale et celui de la mémoire écrite. Elles appartiennent encore au premier, mais annoncent déjà le second. Elles sont le dernier cri d'une humanité sans écriture qui a choisi la pierre pour se survivre. Et elles sont peut-être la première phrase d'une humanité nouvelle qui allait de bientôt inventer les alphabets. En contemplant cette terre avant l'histoire écrite, on éprouve un mélange de mélancolie et de fascination. Mélancolie parce que nous savons que nous ne pourrons jamais reconstituer entièrement ce qui fut. Fascination parce que ces fragments suffisent à suggérer la grandeur de ce monde oublié. Les pyramides, les mythes, les vestiges engloutis sont comme des échos d'une symphonie perdue. Nous n'en entendons que quelques notes, mais elles suffisent à nous troubler. Et si nous acceptons que la terre avant l'écriture fut déjà riche, alors une question se pose. Pourquoi ce savoir a-t-il été oublié ? Pourquoi la mémoire s'est-elle brisée ? Peut-être parce que chaque civilisation, aussi brillante soit-elle, porte en elle la graine de son effondrement. Peut-être aussi parce que l'histoire humaine n'est pas une ligne ascendante, mais une succession de cycles. Les monuments que nous admirons ne sont pas les premiers et ne seront peut-être pas les derniers. Cette vision nous conduit à une réflexion troublante. Si l'humanité a déjà connu des âges brillants, alors notre époque n'est qu'une répétition. Nous ne sommes pas uniques, seulement les héritiers fragiles d'une mémoire partielle. La terre avant l'écriture nous rappelle que d'autres, avant nous, ont su lire le ciel, dresser des monuments, inscrire leur savoir dans la pierre. Nous avons oublié leurs noms, mais leurs œuvres persistent. Et dans ce constat se dessine la suite du mystère. Car si cette terre sans écriture a laissé des traces, pourquoi refusons-nous encore de les admettre ? Pourquoi la science officielle hésite-t-elle à accepter ces fragments qui bouleverseraient nos certitudes ? C'est là que se trouve la prochaine étape. La peur des savants face à une chronologie qui vacille dès que l'on écoute trop attentivement le langage des pierres. Il y a dans la recherche de vérité une frontière fragile entre curiosité et peur.
Les pierres muettes des pyramides, les mythes qui racontent des déluges, les cartes impossibles et les vestiges anachroniques dérangent non seulement notre imaginaire, mais aussi le socle même de la science historique. Car l'histoire, telle que nous la connaissons, repose sur une chronologie rigoureusement bâtie. Elle est le fil tendu qui relie les civilisations, les dynasties, les inventions. Mais il suffit d'un seul élément déplacé, un monument trop ancien, une carte trop précise, un outil oublié, pour que ce fil vacille. Et cette fragilité, beaucoup de savants la redoutent. La chronologie, pour l'archéologie officielle, est une sorte de rempart. Elle établit un ordre rassurant, l'homme primitif, les chasseurs-cueilleurs, l'agriculture contient les premières villes, Kodele, puis les grandes civilisations. Elle dessine une progression linéaire, de la simplicité à la complexité, du chaos à la culture. Dans ce récit, les pyramides appartiennent à l'ancien empire égyptien, entre 2600 et 2500 avant notre ère. Rien avant, rien en dehors de cette ligne. Mais si l'on admet que ces monuments pourraient être plus anciens, construits avant l'âge glaciaire, ce récit s'effondre. L'homme ne progresse plus en ligne droite, il avance par cycles, perd, oublie, puis recommence. C'est cela que craignent les savants, l'idée que leur édifice de certitude puisse se fissurer. L'histoire humaine, telle qu'elle est enseignée, repose sur des milliers de preuves assemblées, mais aussi sur des conventions tacites. Remettre en question une seule date, un seul jalon, c'est risquer de déstabiliser tout l'édifice. Ainsi, face aux anomalies, l'institution préfère souvent se taire ou rejeter les découvertes à la marge. Les objets anachroniques deviennent des curiosités sans importance, les mythes des fables poétiques, les érosions pluviales du sphinx des illusions. Pourtant, certains chercheurs osent franchir la frontière. Des géologues, par exemple, ont observé sur le corps du sphinx des traces de pluie incompatibles avec le climat actuel du désert. Leur conclusion était simple. Le monument doit dater d'une époque plus ancienne, lorsque l'Égypte connaissait encore un climat humide. Mais cette hypothèse bouleverse la chronologie. Alors elle fut contestée, marginalisée, accusée de sensationnalisme. Comme si admettre l'évidence de l'eau sur la pierre risquait de provoquer un séisme dans l'ordre établi. Il en va de même pour les cartes anciennes, comme celle de Piri Reis. Leur précision intrigue, mais l'explication officielle les réduit à des coïncidences ou à des erreurs de copie. Car reconnaître quelles pourraient être les copies d'une cartographie antérieure à l'histoire écrite reviendrait à accepter l'existence d'une civilisation disparue, capable de parcourir le monde avant les marins du XVe siècle. Une telle idée est trop dérangeante pour s'intégrer dans la chronologie actuelle. La peur des savants n'est pas une peur individuelle, mais une peur institutionnelle. Elle naît de la rigidité des cadres académiques, de la crainte de perdre une cohérence laborieusement construite. Un chercheur isolé peut se permettre des hypothèses audacieuses, mais une discipline entière hésite à bouleverser ses fondations. Elle préfère la stabilité à l'incertitude, même au prix de laisser dans l'ombre des fragments essentiels. Cette peur, au fond, est aussi humaine que les pyramides elles-mêmes, car l'homme a besoin de repères, d'un récit qui donne sens au passé. Si l'histoire devient incertaine, si la mémoire s'avère plus vaste et plus mystérieuse qu'on ne le croyait, alors tout vacille. L'identité, la culture, la certitude d'être les héritiers d'un progrès continu, tout cela s'effrite. Admettre que d'autres avant nous ont peut-être atteint des sommets comparables, voire supérieurs, c'est accepter que nous ne sommes pas uniques. C'est regarder le temps non plus comme une ascension, mais comme une succession de pertes et de renaissances. Il y a dans ce refus une forme de fragilité, car la science véritable devrait accueillir le doute, devrait voir dans l'anomalie une occasion de repenser. Mais souvent, la peur de vaciller rend la science rigide, défensive. Les pyramides, elles, se dressent pourtant comme des preuves muettes. Leur langage n'a pas besoin de nos chronologies. Elles disent ce qu'elles sont, des blocs massifs, ordonnés avec une perfection qui échappe à notre compréhension. Qu'elles aient 5000 ans ou 10 000 ans, elles défiment toujours nos certitudes. Dans les mythes, on retrouve souvent cette idée. La vérité est trop vaste pour être contenue dans les récits officiels. Les prêtres, les conteurs, les sages ont transmis par symboles ce que les savants modernes redoutent d'affronter directement. Car les symboles supportent le mystère, là où les chronologies veulent que de la précision. C'est peut-être pour cela que les mythes survivent mieux que les théories. Ils acceptent le vertige, là où la science cherche la stabilité. Mais il existe aussi un paradoxe, car les savants, malgré leur peur, sont parfois les premiers à ouvrir la voie. Les fouilles de Göbekli Tepe, par exemple, ont obligé l'archéologie à revoir ses certitudes.
Un site monumental datant de plus de 11 000 ans, érigé par des peuples que l'on croyait primitifs, voilà qui bouscule l'ordre établi. Mais cette découverte, acceptée peu à peu, prouve que la chronologie peut évoluer, que le savoir peut s'élargir. Peut-être qu'un jour, l'idée d'une pyramide antérieure à l'âge glaciaire cessera d'être une hypothèse marginale pour devenir une piste sérieuse. Le problème, c'est que chaque découverte qui menace l'ordre établi est d'abord accueillie par le scepticisme, parfois même par le ridicule. L'histoire se protège d'elle-même, comme un organisme qui rejette ce qui la contredit. Mais les pierres ne mentent pas. Elles sont là, immobiles, patientes, et elles attendent donc que les générations futures osent les écouter différemment. Peut-être que la peur des savants n'est pas seulement une peur de se tromper. Peut-être est-ce une peur plus profonde, celle de l'infini. Car si la chronologie vacille, alors l'histoire humaine s'ouvre vers un passé sans limite. Et face à cet abîme, l'homme se sent minuscule. Les pyramides deviennent alors des miroirs de notre ignorance, rappelant que nous ne connaissons qu'une fraction de ce qui fut. La peur des savants est donc aussi la nôtre. Nous cherchons des certitudes, nous aimons les récits clairs. Mais les pyramides, les cartes impossibles, les vestiges anachroniques nous forcent à accepter le mystère. Elles disent bon que la vérité n'est pas toujours linéaire, qu'elle se cache dans les silences, dans les anomalies, dans les questions sans réponse. Et au-delà de la peur, il y a une promesse. Car si la chronologie vacille, c'est qu'un autre récit est possible. Un récit plus vaste, plus complexe, où l'humanité n'est pas un point unique dans le temps, mais une succession de mondes. Accepter ce vertige, c'est ouvrir la porte à une histoire plus profonde, où les pyramides ne sont pas seulement des monuments du passé, mais des phares corés qui éclairent sans les cycles du temps. Dans ce vertige, une dernière question se dessine. Si le passé est plus ancien et plus mystérieux que nous le croyons, que nous dit-il de l'avenir ? Car l'histoire n'est peut-être pas seulement un regard en arrière, mais aussi une prophétie. Et dans les pierres, dans les sables, dans le silence des bâtisseurs inconnus, se cache peut-être l'annonce d'un avenir enseveli dans le passé. Lorsque l'on contemple les pyramides, ce n'est pas seulement vers le passé que notre regard se tourne. Ces monuments immobiles, dressés dans le désert depuis des millénaires, portent en eux une étrange ambivalence. Ils racontent ce qui fut, mais suggèrent aussi ce qui viendra. Leur silence n'est pas seulement mémoire, il est aussi prophétie. Car si les pyramides sont réellement les vestiges d'un monde antérieur, construit avant la grande fonte des glaces et la montée des mers, alors elles portent en elles un avertissement. Ce qui arriva hier pourrait se reproduire demain. L'histoire humaine, nous le croyons souvent, est une ascension constante. Mais les pierres de Gizeh nous disent autre chose. L'histoire est cyclique. Des mondes apparaissent, s'élèvent, atteignent un sommet, puis disparaissent, engloutis par le temps, la mer, le feu, le vent. Si une civilisation capable de bâtir les pyramides existait avant la nôtre et fut effacée par un cataclysme, pourquoi serions-nous épargnés par la même loi ? Peut-être que l'avenir, à son tour, est déjà contenu dans ce passé oublié. Le désert est un miroir de cette vérité. Autour des pyramides, le sable recouvre d'anciens villages, des temples effacés, des avenues entières. Ce qui fut vivant est devenu silence. Mais ce silence n'est pas définitif. Il peut se reproduire ailleurs. Nos cités modernes, nos monuments de verre et de métal, peuvent un jour connaître le même sort. Elles aussi peuvent disparaître, recouvertes non pas de dunes, mais d'océans ou de ruines. Et alors peut-être un autre peuple se tiendra devant leurs vestiges, comme nous devant Gizeh, se demandant qui étaient-ils, pourquoi ont-ils disparu. L'idée d'un avenir enseveli dans le passé est troublante. Elle suggère que nous sommes pris dans une boucle, un cycle de création et de destruction. Chaque civilisation croit être unique, mais elle n'est qu'un chapitre d'une histoire plus vaste. Les pyramides nous rappellent cette humilité. Elles nous disent que nous ne sommes pas les premiers et que nous ne serons pas les derniers. Peut-être que les bâtisseurs de ces monuments savaient en cela. Peut-être ont-ils voulu laisser un témoignage non seulement de leur grandeur, mais aussi de leur avertissement. Ils ont vu leur monde menacé et ils ont choisi la pierre comme langage, afin que les générations futures puissent comprendre. Les pyramides ne seraient pas seulement des tombeaux, mais des phares, des messages codés destinés à traverser les cycles et à prévenir que tout savoir peut être effacé. Dans leur forme géométrique, dans leur orientation, dans leur silence, elles contiennent une leçon intemporelle. Elles disent « Rien n'est éternel, sauf le cycle. L'homme construit, l'homme oublie, l'homme recommence. » Et à chaque fois, quelques fragments survivent, comme des balises dressées pour éclairer l'avenir.
Nous regardons ces fragments comme des mystères, mais peut-être sont-ils avant tout des avertissements. Le mythe d'Atlantide illustre cette même logique, une civilisation brillante engloutie en une nuit. Qu'il soit réel ou symbolique, il incarne cette idée que l'homme, au sommet de sa puissance, peut tout perdre. Nos villes modernes, illuminées par l'électricité, reliées par des réseaux invisibles, nous semblent invincibles. Mais elles sont plus fragiles que les pyramides. Une montée des mers, un bouleversement climatique, une rupture technologique suffiraient à effacer leur mémoire. Les pyramides, elles, resteraient immuables. Il y a dans cette idée une ironie silencieuse. Nous croyons être plus avancés que les anciens bâtisseurs, mais nos créations ne survivront pas 1000 ans, encore moins 10 000. Le béton s'effritera, le métal rouillera, les écrans disparaîtront. Seule la pierre, taillée et orientée, traverse les âges. Les bâtisseurs inconnus avaient compris cette vérité. Leur langage est celui de la permanence, alors que le nôtre est celui de l'éphémère. Ainsi, un avenir enseveli dans le passé n'est pas seulement une hypothèse, c'est une certitude. Le temps effacera ce que nous croyons immuable. Nos descendants, s'ils existent encore, ne liront peut-être pas nos livres ni nos archives numériques. Ils se tiendront devant des ruines, comme nous devant Gizeh, et tenteront de deviner qui nous étions. Peut-être que nos villes deviendront à leur tour des mythes, des Atlantides modernes, racontés par des voix lointaines. Le rôle des pyramides, dans ce contexte, est double. Elles sont la mémoire d'un passé oublié, mais elles sont aussi le miroir de notre avenir. Elles nous rappellent que ce que nous construisons aujourd'hui sera un jour poussière, et que la seule permanence est celle du cycle. Elles nous invitent à l'humilité, à la conscience de notre fragilité. Ce vertige n'est pas seulement historique, il est existentiel. Il nous oblige à repenser ce que nous faisons de notre savoir. Si nous disparaissons, que restera-t-il ? Quelles traces voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous ? Nos monuments numériques, nos archives fragiles, survivront-ils ? Ou bien devons-nous, comme les anciens, chercher un langage plus durable, un langage inscrit dans la matière même du monde ? L'avenir enseveli dans le passé nous pose cette question. Que voulons-nous transmettre ? Les bâtisseurs des pyramides ont répondu par la pierre, par une architecture indestructible. Leur message est encore là, bien qu'il nous échappe. Peut-être devrions-nous, à notre tour, apprendre d'eux. Le mystère des pyramides, au fond, n'est pas seulement une énigme du passé, c'est une énigme de l'avenir. Car en elles, passé et futur se rejoignent. Elles sont le témoin d'un monde effacé, mais aussi l'annonce de mondes à venir. Elles disent que l'histoire humaine n'est pas une ligne, mais une spirale où chaque cycle reproduit les mêmes erreurs, les mêmes élans, les mêmes oublis. Et peut-être est-ce là la véritable fonction de ces monuments, nous rappeler que nous ne sommes que des passagers dans le grand mouvement du temps. Les pierres demeurent, les sables recouvrent, les mers montent, les voies s'éteignent, mais le cycle continue. Les pyramides, dans leur silence, ne sont pas seulement des souvenirs, elles sont des prophéties. Alors, lorsque nous levons les yeux vers elles, ce n'est pas seulement vers l'Antiquité que nous regardons, c'est vers nous-mêmes, vers notre propre fragilité, vers l'avenir déjà écrit dans le passé. Car peut-être que le plus grand mystère des pyramides n'est pas de savoir qui les a construites, mais de comprendre pourquoi elles continuent de nous parler. Et ce qu'elles nous disent, dans leur silence, est simple et terrible à la fois. Tout s'efface, tout renaît, et l'avenir dort déjà dans les ruines du passé.